Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants, J'ai beaucoup de tocs d'accumulation. J'ai 300 sacs en plastique. J'ai 56 boîtes de chocolat vides. Un réveil en au moins 2 ou 3 exemplaires. C'est une façon de me rassurer. Moi, je suis bien dans ma peau avec mes tocs. Je ne veux que rien ne change. Avec le temps, les tocs se sont aggravés. À chaque fois que je sortais d'une pièce où je devais éteindre la lumière, moi je l'éteignais, je la rallumais. Ça pouvait me prendre plusieurs heures par jour. Je pouvais vraiment plus continuer à vivre comme ça. nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles de la vie. Comment? C'est justement ce qu'ils ont décidé de partager avec nous. Il ne faut pas rentrer dans le jeu du toc, il faut vraiment casser ce cercle vicieux. Il faut l'accepter. Il faut dire je suis comme ça. Il faut en parler avec les autres. Il faut en parler avec vos amis. C'est le premier pas pour la guérison. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, merci d'être là au rendez-vous. En France, une personne sur 50 serait concernée par des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. C'est le cas de nos invités. Depuis l'enfance, c'est grâce à des rituels qu'ils apaisent leurs angoisses. Ils ont beaucoup de recul sur leur comportement et parviennent à les dédramatiser. Mais comme vous, j'en suis sûr, je me pose beaucoup de questions. Quelle est la différence entre des petites manies et des TOC? Peut-on vivre heureux avec des TOC? Et surtout, peut-on guérir de troubles obsessionnels compulsifs? Nous allons essayer d'en savoir plus avec ces deux témoignages précieux, vous allez le voir, et un psychiatre spécialiste de la question. Des rencontres que j'avais très envie de partager avec vous. Bonjour, Enchanté, Frédéric. enchanté. Soyez les bienvenus. Merci. Vous pouvez mettre vos affaires sur le porte-manteau, mettez-vous au chaud. Bonjour, Edouard. Enchanté, Edouard. Ravi de vous rencontrer. Bonjour, Franck Lavanière. Merci d'être là. Je vous laisse mettre vos affaires. Mettre au chaud. Vous venez d'où? Vous venez de Villeurbanne? Non, pas très loin de Balance. Pas trop loin de Valence. Dans la Drôme, oui. Il fait quel temps? Il fait un peu comme il fait, il fait froid. Moi aussi. Ouais. Bon, merci de venir parler de ce sujet qui a longtemps été un secret pour vous. Merci à vous de nous accueillir. Donc, merci d'en parler à visage découvert. Venez, on va au salon. Soyez les bienvenus. Je vous laisse vous installer, vous servir à boire. Il y a du jus de fruits, pommes, pamplemousse, il y a une infusion au gingembre, il y a du café. Servez-vous. Alors, merci d'être là. Comment vous vous sentez? Parfaitement bien. Ça va? C'est vrai qu'on dit qu'il y a une personne sur 50 dans ce pays qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs. On se demande quelle est la différence entre des manies et des troubles obsessionnels compulsifs. C'est un sujet que vous connaissez bien. L'un et l'autre, vous avez pour le coup des attitudes différentes vis-à-vis de ça, puisque dans votre cas, vous avez fait le choix de vous soigner, de demander Oui. de l'aide. En effet. Lorsque vous aviez 20 ans, vous en avez 24 aujourd'hui. Oui. Et ça a duré 10 ans dans votre vie. Ça a été un isolement terrible, parce Oui. que vous n'en avez parlé à personne. Très difficile, oui, oui. Et est-ce qu'on peut savoir jusqu'à quel point ça vous empêchait de vivre? Moi, j'utilise souvent le terme de prison mentale parce que c'est vraiment qu'à un moment, je pouvais plus suivre une discussion, plus suivre un film, plus suivre les cours. Je ne pouvais plus rien faire, en Donc fait. c'était beaucoup de pensées qui revenaient tout le temps. Oui, c'est ça. Beaucoup de pensées, beaucoup de tocs. Et il y a eu un moment où vraiment je ne pouvais plus rien faire, en fait. Mhm. Et c'est là que j'ai décidé de suivre une thérapie. Voilà. Et donc vous vous dites soigner aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je suis soigné. Oui. Et donc le sens de votre présence, c'est quoi? J'ai envie d'encourager tous ceux qui n'osent pas forcément en parler, qui n'ont pas forcément envie de faire une thérapie, alors que c'est une vraie souffrance. Voilà, il faut oser en parler, oser se soigner pour aller mieux ensuite. Bon, on verra qu'effectivement, ça a été très long pour vous, pour oser en parler, parce que vous en avez parlé à votre famille à l'âge de 20 ans, C'est ça. et ils ont été estomaqués d'imaginer que vous aviez souffert pendant tant d'années sans jamais le dire. Ils ne s'en doutaient pas. Alors vous, Edouard, c'est une autre histoire. On a la sensation que vous n'avez jamais fait le choix de vous soigner, et que vous faites partie de ceux qui disent « Moi, j'ai accepté mes tocs, je vis avec, ils m'inspirent ». Moi, je suis bien dans ma peau avec mes tocs. Je suis entouré de mes tocs dans mon appartement et je les adore, en fait. Alors, quelques exemples de TOC aujourd'hui qui sont Je dans vais vous votre en donner un
qui va peut-être vous amuser, qui est j'ai une hache sur mon lit et je vérifie très très souvent que la hache est là. Et je vous expliquerai pourquoi, c'est quand même un événement assez intéressant qui est arrivé dans ma vie. Mais je veux montrer qu'on peut être très bien dans sa peau malgré cette toc. Quand vous donnez que cet exemple, vous savez que c'est troublant. On imagine même une fiancée qui découvre la hache par hasard. C'est arrivé. C'est arrivé, je peux vous le dire en 2 mots, il y a 3 ans avec ma compagne, on se connaissait à peine, on passe la nuit ensemble. Le matin, elle a une boucle d'oreille qui passe sous le lit, elle met sa main, elle sort la hache, affolée. Je suis tombé chez un serial killer, elle hurle. Évidemment, je la Mais prends on peut dans- la comprendre, vous comprenez? Bien sûr, j'aurais dû l'enlever. J'étais assez bête pour pas l'enlever. J'avais oublié qu'elle était là. Et donc, alors je la rassure, je ne suis pas un serial killer. Je la prends dans mes bras, je t'aime, etc. Et je lui explique, en fait, c'est une façon de me rassurer. Parce que je me dis, si on m'attaque la nuit, qu'est-ce que je fais? Je dis, moi, je mets mon peignoir et je prends ma hache dans les mains et le voleur va partir. En espérant que ça n'arrivera jamais. Et je vérifie souvent qu'elle est là. D'accord. Et donc, les tocs de vérification. Voilà, c'est vous le en truc avez de beaucoup vérification aussi. qu'elle est toujours là. Et vous avez depuis longtemps une corde qui part de votre balcon au cas où. J'ai une corde à nœud. C'est-à-dire qu'une corde lisse, c'est quand même plus compliqué. Donc, il y a 40 ans, quand j'ai déménagé dans cet appartement, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'escalier de service. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais en cas d'incendie? Et j'ai eu l'idée, je vais acheter une corde, j'ai fait des nœuds, je l'ai attachée. J'ai pas fait d'essai quand même, parce que je me suis dit, si mon voisin du 3e, j'habite au 4e, me voit descendre avec la corde à nœud, il va peut-être appeler les flics ou l'asile directement. Mais j'ai quand même la corde qui est là et je vérifie très souvent que le vent ne l'a pas fait bouger, etc. Donc là, on donne 2 exemples de choses sur lesquelles vous semblez avoir du recul. Vous semblez savoir que ça peut faire sourire, puisque vos amis plaisantent avec ça, et vous donnez la sensation qu'il n'y a pas de souffrance. Il y a d'autres tocs qu'on appelle des tocs d'accumulation, par exemple, chez vous? Il y a beaucoup de tocs d'accumulation. Par exemple, j'ai 300 sacs en plastique, ou plus, dans plusieurs classements. J'ai 56 boîtes de chocolat vides, parce qu'elles peuvent servir. L'idée, c'est que tout peut servir. On ne sait jamais, au cas où. Et en effet, les boîtes en chocolat, elles m'ont servi à calmer un problème de voisinage, parce que j'ai mis les boîtes de chocolat un jour sous mes enceintes qui ont gêné le voisin. La preuve, ça peut servir, donc on les garde, on ne les jette pas. Votre position, c'est j'en ris, je l'accepte. Je les ai dressés, je les ai amadoués, mes tocs me servent, ils me rassurent dans ma vie, et je me dis, pourquoi ne pas les garder? Puisqu'ils me rassurent, et bien sûr, ça fait rigoler. Par exemple, moi, un de mes tocs, c'est vraiment la phobie, on peut dire, du changement. Mon appartement, il est comme il y a 40 ans. Il y a du papier japonais encore sur les murs. Qui a du papier japonais aujourd'hui? Personne. J'ai une moquette. On a très peu de moquettes en ce moment. Et justement, le problème, c'est qu'il y a des trous dans la moquette. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des trous dans la moquette? Moi, j'ai trouvé la solution. J'ai mis des tapis persans. Et j'ai 17 tapis persans. En fait, c'est parce qu'il y a 17 trous. On va voir effectivement avec le docteur Lamanière, qui est spécialiste, s'il s'agit de TOC, de manie, si votre formule qui est d'en rire et de les accepter, et vous dites ça fait partie de ma vie, c'est quelque chose de courant. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Parce que vous êtes spécialiste. Alors, de ce sujet. justement, je pense que Édouard a un petit toc, finalement, peu invalidant. Ça ne l'a jamais empêché de travailler, de faire les choses, alors que, à l'inverse, Léo, c'était un vrai toc qui commençait à avoir un retentissement énorme sur sa vie d'étudiant en particulier. Il ne pouvait plus faire les études. Donc, qu'est-ce qui va signer le toc finalement? C'est la perte de liberté de faire autrement. Ça, malheureusement, Édouard l'a aussi. Mais aussi et surtout le temps qu'on y passe et le retentissement sur la vie personnelle, affective et surtout professionnelle ou scolaire. Donc là, c'était un TOC, bien sûr, qui méritait d'être traité, il l'a été. Édouard, il pourrait faire quelques petits efforts pour essayer, On va voir si, à la fin de notre rencontre, vous allez le convaincre, effectivement, Non, mais je peux répondre. Moi, je fais de l'autothérapie. C'est-à-dire que j'avais des tocs que j'ai éliminés. Mais je n'ai jamais consulté ni psychologue, ni psychiatre. Et je me suis auto-guéri par l'intuition. Vous nous direz comment vous y êtes pris tout seul. D'accord. Effectivement, et vous nous direz, c'est peut-être que le docteur vous aura convaincu de vous faire aider ou pas. Vous allez le convaincre à lui qu'on peut vivre avec, on ne sait pas. Non, mais il vit pas mal comme ça d'ailleurs. On soigne pas les gens, on soigne les gens quand ils sont gênés, quand il y a un problème. C'est ça qui est important, en fait, avant de comprendre un peu comment c'est apparu dans vos vies, c'est qu'on a la sensation qu'on en a tous, évidemment, tout le monde est plus ou moins maniaque, tout le monde a des rituels. Et donc c'est pour ça que la différence entre les manies et les tocs, c'est quand c'est invalidant.
Voilà, c'est quand c'est invalidant, parce que ce qu'on connaît des TOC, moi je prends beaucoup des taxis, je discute, je dis je soigne les TOC, les gens répondent toujours les gens qui se lavent trop, les gens qui vérifient trop, qui ont des manies. Ça, c'est très connu. Mais il y a tellement d'autres TOC, des TOC religieux, des TOC superstitieux, des TOC de symétrie, peur de faire du mal aux autres, peur de se mettre à crier des propos orduriers en général dans des situations où il ne faudrait surtout pas. Tout ça sont des TOC. Et donc, on peut découvrir des tas de TOC. Et à chaque fois que des journalistes comme vous faites des émissions sur les TOC, c'est génial parce qu'il y a des gens qui découvrent que, en fait, ce qu'ils avaient, dont ils avaient souvent honte, c'est une maladie, et une maladie qui se soigne. Léo est là pour en témoigner aujourd'hui. Merci de cette transition. Et effectivement, vous nous direz, vous, les TOC que vous avez découverts dans votre vie, qui vous ont même étonné. Dans votre visage, je vois qu'il y en avait beaucoup. Et vous nous direz comment soigner ça. Donc, dans votre cas, Léo, c'est apparu dans votre vie quand vous aviez une dizaine d'années ? Oui, alors au début, c'est vrai que c'était je ne sais pas si on peut appeler ça des tocs ou des manies, c'était un peu des petites manies, allumer plusieurs fois la lumière. À chaque fois que je sortais par exemple d'une pièce où je devais éteindre la lumière, moi je l'éteignais, je la rallumais quelques fois, plusieurs fois. Vous voyez en train de le faire ou pas au début ? Oui, mais alors après je me rappelle plus exactement des raisons pour lesquelles je le faisais. Ça ne me prenait pas du tout de temps quand j'avais 10 ans, et c'est avec le temps que du coup les tocs se sont aggravés. Et jusqu'au jour où du coup ça pouvait me prendre plusieurs heures par jour. Oui. Alors donc toujours le démarrage, donc vous avez 10 ans, vous êtes un enfant, vous vous rappelez de ça ? Vous vous rappelez de quoi d'autre dans cette période-là ? Ça démarre par quoi en fait ? C'était un petit peu des tics physiques et des petits rituels comme ça, mais sans plus. Les tics et les tocs, ça a un rapport ? Le tic moteur chronique est souvent associé au TOC parce qu'il y a une concordance génétique. On verra sûrement que dans les TOC, il y a un terrain génétique. Dans l'immense majorité des TOC, l'association tic et TOC existe beaucoup. Et dans votre cas, c'est apparu quand vous aviez 5 ans ? Oui, en effet, j'en ai deux dont ma mère m'a rapporté. Moi, je me souvenais pas très bien, mais le premier, c'est autour de la peur de manquer. C'est-à-dire que quand ma mère m'apportait, en effet, vers 5 ans, un plat que j'aimais bien, ma première question, c'est est-ce qu'il y en a encore à la cuisine ? Je voulais me rassurer qu'il y en a, vous voyez. Et donc, ce qui explique l'accumulation des sacs, etc. À mon avis, je ne suis pas psychanalyste. Non, mais ça tombe bien, on a un psychiatre à côté de nous. Voilà, mais moi, je fais mon auto-analyse, encore une fois. Un deuxième TOC, qui est le TOC de la vérification. Vers 7-8 ans, ma mère me regardait dans ma chambre. Je comptais et recomptais mes pièces de monnaie de ma tirelire. Tout le temps. Donc, c'est le TOC de la vérification, ce qui fait que j'ai vérifié ma porte, il y a encore 10 ans, 50 fois. Allez, fermé, ouvert, fermé, etc. Et je me suis guéri, là, je vous dirais comment, par l'autothérapie. Et quand je remonte... Bon, la psychanalyse, à mon avis, ne sert pas dans ces cas des TOC. Vous êtes d'accord ? Je suis assez d'accord. Voilà. Mais quand même, j'ai fait mon analyse. C'est-à-dire que moi, ma mère aussi, à un moment, elle est décédée maintenant, m'a dit « Je t'ai sevré du sein, donc de l'allaitement, à 2 mois, brutalement. » Et moi, je pense que ma peur de manquer vient de là. Vous voyez, moi, vous êtes contre la psychanalyse, vous avez des explications psychanalytiques. Je pense que ça peut être une explication. D'accord. Alors, quand vous grandissez, donc on a parlé de la petite enfance, l'adolescence, vous vous rappelez de quoi ? Alors, l'adolescence se passe bien, je n'ai pas particulièrement de TOC, mais c'est vraiment, j'associe mes TOC à la trentaine. Voilà, c'est à la trentaine où ils se sont cristallisés dans l'appartement. Alors là, c'est une autre psychanalyse. Pourquoi l'appartement ? Parce que moi, j'ai été en fait un nomade toute ma vie, mais le nomade de côté positif. Maman est russe, vous avez grandi en Iran. Père iranien, juif de deux côtés, culture française. Pays, j'ai changé de pays. Il y a 25 ans, je suis allé à Moscou tout seul avec pour seul bagage la langue. Et vous étiez publicitaire en Russie. En Russie. Donc ça, c'est votre vie de nomade et vous avez la sensation que... Et j'ai l'impression que l'appartement, c'était ma fixation, c'était ma patrie. Votre repère. Un repère, mon cocon, et il fallait que rien ne change. Et c'est là où se sont développés... Ça a commencé. Alors ça a commencé par quoi ? Ça a commencé par la porte, il faut s'assurer que la porte est bien fermée. 50 fois, vous voyez, 50 ou plus. Pourquoi 50 justement souvent dans le TOC, si vous voulez, on parlait tout à l'heure de allumer la lumière ou non. Donc imaginons pour vous, c'est très important quand vous quittez la maison ici que toutes les lumières soient éteintes.
Alors déjà pour des raisons que je qualifierais de tokiennes, par exemple peur de gâcher de l'énergie. Donc on serait vraiment un gros dégueulasse de laisser les lumières quand on risque de manquer d'énergie. Donc c'est pas bien. Surestimation des dangers. Peut-être ça va chauffer, il va y avoir un début d'incendie, peut-être des gens vont mourir dans la maison. Donc surestimation des dangers et surestimation de la responsabilité. Donc déjà pour des raisons TOC, pour cette personne-là, c'est très important que les lumières soient éteintes. Il s'en va. Évidemment, quand on éteint et qu'on se retrouve dans le noir, n'importe quel crétin voit immédiatement qu'on est dans le noir. Mais là, la maladie TOC envoie un message. Mais non, mon vieux, si ça se trouve, tu ne vois pas bien, c'est peut-être pas bien éteint. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rallument pour rééteindre à nouveau. Pour Édouard, c'est très important que sa porte soit fermée, sûrement parce qu'il a une hache sous son lit, il doit avoir peur qu'on vienne le cambrioler. Pendant C'est comme c'est le premier exemple que vous avez donné, c'est ce qu'on va retenir. Eh bien, à ce moment-là, il vérifie sa porte, mais à peine il a fait 2 pas, pensée intrusive, c'est-à-dire obsession, pensée involontaire et gênante, oh là là, si ça se trouve, j'ai pas bien vu, j'ai pas bien vérifié. Et il y retourne, et ainsi de suite. Et après, ça peut se mélanger avec des tocs superstitieux. Il faut le faire un certain nombre de fois. Parce que sinon, si on ne fait pas le bon nombre de fois, il va arriver un malheur. C'est-à-dire, je vais être cambriolé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, c'est un mécanisme que vous connaissez. Ah bah, oui. Et dans votre cas, les 50 fois, vous comptiez? Non, je ne les comptais pas, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup. Mais même, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que quand je fermais, je n'étais pas sûr d'avoir bien fermé. Il fallait que je rouvre pour refermer. Ah, peut-être que je n'ai pas fait les 2 tours. Il fallait encore que je vérifie pour voir que j'ai bien exécuté les 2 tours. Vous vous voyez en train de le faire? Alors, je trouvais ça ridicule. Quand je me disais, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous juger négativement? Oui, c'était une souffrance. Hein. Ça m'embêtait parce que j'étais jamais tranquille. Ça vous empoisonne la vie. Et pourquoi? Parce que ça prend du temps, parce que ça prend Parce la qu'on n'est tête. pas sûr, surtout qu'on n'est pas sûr, même à la fin, là, au bout de 50 fois, on n'est quand même pas sûr. On a envie de revenir, on a envie quand même de revenir vérifier, de refaire encore quelques coups. Dans cette période-là, qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple? Les accumulations. Voilà, ça c'est vraiment la peur de manquer, merci maman, les seins qu'on m'a enlevés. Donc ça c'est vraiment l'accumulation, les sacs plastiques, les boîtes, les parapluies. Par exemple, j'ai 18 parapluies. Qui est-ce qui a 18 parapluies chez lui? Pourquoi 18 et pas 17 ou Alors, 16? ça peut être 19, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait beaucoup. L'idée, c'est beaucoup. Hein. C'est ça le mot-clé. Il faut qu'il y ait beaucoup de tout et beaucoup de choses par 2 aussi. J'ai 2 fenouilles dans mon frigo. Il faut qu'il y en ait 2. Reprenons cet exemple. Donc 2 fenouilles en permanence dans votre frigo. En permanence, renouvelées, évidemment, il faut qu'ils soient frais. 2 fenouilles dans le frigo. Donc pour vous sentir apaisé, il faut toujours qu'il y ait 2 fenouilles au même endroit dans le frigo. Et j'en mange pas souvent en plus. Mais il faut qu'il soit là. D'accord. Excusez-moi, est-ce que vous savez pourquoi il en faut 2? Au cas où. Oui, au cas où. Au cas où. Au cas où, vous pourriez en avoir 4, Non, 5, c'est ce 8, que j'appelle le complexe de la roue de secours. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe en panne, il y a l'autre qui est là. Ah d'accord, c'est voilà. bon. J'ai 2 stylos, parce que j'écris au stylo. Donc si un stylo à plume tombe en panne, ben j'ai l'autre. Et ça s'appelle être prévoyant, 2 stylos. Les 2 fenouilles, il y a quelque chose de superstitieux? Je ne peux pas vous dire pourquoi 2. C'est-à-dire que les choses importantes doivent être au minimum par 2. Mais des parapluies dans un bac, ça ne prend pas beaucoup de place, donc il y en a beaucoup. Par exemple, j'ai une trousse de voyage. Même pour un petit week-end, il y a 127 articles dedans. Il y a quoi, par exemple? Parce Il y que a 127. Parce qu'on 127. pense au dentifrice. Dentifrice, plusieurs brosses à dents, plusieurs peignes, au cas où, des pommades diverses et variées, des Au cas où ciseaux, quoi, si vous finissez au votre cas phrase? où j'aurais besoin de... Un peigne cassé. Un Si peigne vous cassé. cassez votre Qu'est-ce qu'on peigne, fait? vous n'en avez plus, vous ne vous rendez pas compte. Un réveil en au moins 2 ou 3 exemplaires, parce que pour se réveiller, il faut un réveil. Donc si jamais la pile tombe en panne, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai une pile de rechange, même 2. Votre réaction m'intéresse. Pourquoi ça vous fait marrer? Non, mais en fait, ça me... Parce que je vois, en fait, je repère le comportement absurde des tocs à chaque fois. La personne qui effectue les tocs, c'est toujours pour annuler une angoisse, mais en fait, les rituels, c'est toujours absurde, et avec du recul, on se rend compte qu'il n'y a aucun intérêt à les faire, moi, je trouve. Ouais. Alors, à 14 ans, c'est là où ça commence à arriver dans votre vie? De plus en plus, oui. Au début, donc, mes tocs étaient plutôt sur des gestes, la lumière, mais sans que ce soit vraiment des tocs très envahissants dans ma vie. Par la suite, c'était surtout des pensées, des rituels mentaux. Donc, au lieu de faire un geste, c'était des phrases que je me répétais en boucle dans ma tête pour me persuader qu'il n'allait pas arriver malheur à telle ou telle personne. Alors justement, si on décortique un petit peu, c'est intéressant, j'imagine, pour le docteur. C'est-à-dire qu'il y a un instinct de protection incroyable. C'est que vous avez la phobie qu'il arrive quelque chose à quelqu'un. Ça pouvait être ça peut être soit peur que moi je fasse du mal, peur qu'il m'arrive quelque chose, toutes sortes d'angoisses que je devais annuler
par des rituels mentaux. Donc, par exemple, peur qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, à ce moment-là, vous faites quoi? Vous vous dites quoi? Alors, en fait, souvent le TOC, il va à l'encontre de nos valeurs. Moi, dans mon cas, par exemple, s'il y avait des personnes de mon entourage que j'appréciais, le TOC pouvait me faire croire que je n'appréciais pas ces personnes. Et donc, moi, dans ma tête, je devais me rappeler un certain nombre de souvenirs avec eux, répéter un certain nombre de phrases qui me persuadaient que j'aimais bien ces personnes, qui me persuadaient que je n'avais rien contre ces personnes, etc. Mais ça pouvait être beaucoup de phrases à répéter, en fait, pour me persuader. Et au final, il fallait que ça soit dit à la perfection. Dès qu'il y avait une petite pensée négative ou quelque chose, je recommençais. Et ça pouvait me prendre plusieurs heures par jour à répéter des tas de phrases pour plein de situations. Parce que si jamais vous ne le faisiez pas, il se passait quoi? Si jamais je ne répétais pas ces phrases, le TOC me faisait croire que je n'appréciais pas, par exemple, ces personnes. Et moi, forcément, du coup, je culpabilisais. Et du coup, en gros, le TOC m'obligeait, en quelque sorte, entre guillemets, à répéter toutes ces phrases pour me déculpabiliser, en quelque sorte. C'est dans cette période-là où vous dites « j'étais prisonnier », il y avait une prison mentale. Oui, non seulement. Donc il y a cette angoisse qui nous assiège et qui nous fait culpabiliser, on se sent très mal. Ensuite, il y a les rituels qui vont avec, qui prennent des heures et des heures. Ça peut aller jusqu'à 10 heures par jour. Vous aviez des angoisses de vérification? Je pouvais avoir ça aussi par phase? Par moment. Admettons quand je pars en voyage ou même pour aller en cours, à l'école, voilà. Être sûr que dans mon sac, je répétais des phrases dans ma tête, je faisais la liste plein de fois, tant que c'était pas fait à la perfection. De ce qu'il y avait dans votre sac? De tout ce que j'avais, et être sûr que j'avais tout pris en fait. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais après, ça pouvait être, oui, sur les gens, etc. Peur qu'on me veuille du mal, peur de faire du mal, etc. Donc après, du coup, on peut pas tout noter. Il fallait que je me persuade dans ma tête de toutes ces angoisses-là. Et à ce moment-là, aller très très loin. Ouais. Vous en parlez à qui? Du coup, en fait, j'en ai jamais parlé jusqu'à l'âge de 20 ans. Où vraiment, là, je pouvais vraiment plus continuer à vivre comme ça. Je pouvais plus rien faire, plus suivre les études, plus suivre une discussion, plus suivre un film, plus profiter de mes activités, de la vie. Et pendant cette période-là, il y a eu des moments où vous aviez envie d'en parler à quelqu'un ou pas du tout? Parce que la raison pour laquelle vous n'en parliez pas, c'est quoi? Alors, premièrement, je pensais que ça pouvait partir seul avec le temps, ce qui est une erreur, ou que je pouvais m'en sortir seul, ce qui est une deuxième erreur du coup, parce que on n'en parle pas, on continue à ritualiser, et le rituel aggrave toujours le TOC. Mais vous saviez ce que c'était des TOC ou vous ne saviez pas? Alors moi, à l'époque, je connaissais la maladie TOC, mais je pouvais peut-être me douter que moi, c'était des TOC, mais je n'en étais peut-être pas persuadé. Et en tout cas, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qui me faisait souffrir. Je savais que c'était pas normal. Je pouvais peut-être me douter que c'était des TOC, mais je n'en étais peut-être pas sûr. Vous voyez, ce qui doit faire tilt, c'est à partir du moment où on se sent obligé de faire des choses ou de penser certaines choses. Voilà, le caractère contraignant, obligatoire, sous peine de... Alors lui, c'était un peu angoisse, mais le bon terme, parce que c'est un terme américain, c'est discomfort, le mal-être, parce que ça colle pour tous les TOC. C'est-à-dire se sentir coupable, c'est du mal-être. Se sentir anxieux, c'est du mal-être. Se sentir pas bien parce qu'un truc n'est pas parfaitement aligné, c'est du mal-être. Donc, un état émotionnel désagréable. Donc, quand on se sent obligé de penser ou de faire des choses du fait d'un état émotionnel désagréable, si on ne fait pas ces choses-là, ça fleure bon le TOC. Voilà. Et c'est vrai que quand on pense au TOC, on pense à des petites choses comme ça, de gestes, de maniaquerie. Là, c'est dans la tête que ça se passe. Ah non, puis là, ce qu'il a raconté, que c'était vraiment un TOC, il a eu beaucoup un TOC superstitieux, ce qu'on appelle. Un TOC superstitieux, c'est justement se sentir obligé de faire ou de penser des choses pour qu'il n'arrive pas un malheur. Par exemple, un TOC fréquent, si en prenant mon verre, là, j'ai la pensée, ma mère va mourir. Ce qui arrive souvent dans les TOC, c'est qu'il faut que la personne repose le verre et le reprenne avec une bonne pensée. Ou parfois, il va attendre de ne pas avoir de mauvaises pensées pour le faire. Voilà, il peut rester figé pendant une demi-heure à attendre de ne pas avoir de pensée, parce que la maladie TOC, c'est comme un ennemi, comme une bestiole qui est là pour vous persécuter, et elle va évidemment vous envoyer tout ce que vous ne voulez pas avoir. Donc cette histoire de pensée, on verra comment ça se guérit. Mais qu'est-ce qui se joue là-dedans? C'est quoi? Parce qu'évidemment, on a la sensation que c'est une question d'angoisse, en fait.
on a décrit la maladie TOC qui se définit par des obsessions. Que sont les obsessions? Ce sont des pensées, des images mentales, parfois des impulsions. Alors c'est l'idée qu'on pourrait faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Parfois même des insultes intrusives. Par exemple, comme si là me venait dans ma tête salopard de Frédéric. Voilà, hop, ça m'arrive. Mais j'ai l'impression de le souhaiter. Hein. Alors, c'est des pensées involontaires, donc qui arrivent dans la tête, on n'y peut rien, qui sont gênantes, pénibles, et qui poussent à faire des compulsions. Alors, que sont des compulsions? Là, ce sont des actes mentaux, penser volontairement à quelque chose, ou comportementaux, se laver les mains, vérifier, garder, refaire un geste, volontaire, là qu'on décide de faire, mais au caractère obligatoire, que l'on a du mal à ne pas faire, et que l'on fait pour calmer ce fameux discomfort. Alors voilà, cette maladie TOC, ce trouble-là, il se décline, c'est à la fois toujours pareil, et toujours différent, puisque toutes les idées sont différentes, mais elles créent toujours du mal-être et elles poussent souvent à faire des compulsions. Ce qui a été prouvé dans les TOC, c'est que, Léo le disait, c'est pour ça qu'il est guéri d'ailleurs, c'est que les compulsions aggravent. Et c'est d'ailleurs quand Édouard s'est fait violence et n'a pas continué à vérifier 50 fois sa porte, que maintenant, 1 ou 2 fois suffit. Et il va beaucoup mieux, il s'est soigné tout seul, comme Monsieur Jourdain, sans le savoir, il a fait de la thérapie comportementale. Donc il s'est soigné. Alors, il s'est soigné sur les trucs qui lui cassaient les pieds, comme la porte. Il ne s'est pas soigné sur des... Qu'ils font rire, on a l'impression. Mais il ne s'est pas soigné sur des trucs qui ne le gênent pas, comme accumuler. Je les garde, ils me servent à être bien dans ma vie. C'est ça qui est plus important. Hein. Pourquoi vous dites non quand il dit ça? Non, je dis, ce qu'il garde, un peu trop d'ailleurs, c'est les sacs en plastique, les 18 parapluies. Donc, ce serait bien qu'il n'en ait que 14, par exemple. Ce serait mon patient. Je dirais, Édouard, on va essayer d'en garder que 14. Alors, au début... On verra. C'est tout l'enjeu. Alors, au début, il ne se sentirait pas très bien d'en avoir 14. Oui, il y a un truc qui ne va pas. Il m'en manque 4, là, c'est pas bon. Et puis, au bout d'un moment, le mal-être, le discomfort, justement, du fait de n'en avoir que 14, va être de moins en moins intense et durer de moins en moins longtemps. Et un beau jour, eh ben, on aura un Édouard qui se contentera de 14 parapluies, ce qui est déjà pas mal. Pour le moment, j'utilise toujours le même pour pas user les autres, mais si je l'oublie dans un restaurant, terrible. L'angoisse arrive, il faut que j'aille le chercher tout de suite ou de l'acheter le même immédiatement. Non, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Léo quand même. 2 choses. Les tocs de la pensée, je connais très bien ce que j'appelle les tocs de conjuration. Moi, j'avais mon système, c'est comme une mantra. C'est-à-dire j'avais une phrase type que je devais répéter. Vous vous rappelez de la phrase? Oui, mais je ne peux pas vous la dire, elle est trop intime. Donc, si vous voulez, je fais appel. En fait, c'est simple. Il y avait 6 personnages dans cette phrase, réels ou disparus. Et je leur demandais à chacun que quelque chose arrive, quelque chose de bien. Donc, pour éviter le malheur. J'ai toujours ce mantra. D'ailleurs, avant de venir chez vous, je l'ai fait 1 fois. Avant, je le faisais 50 fois. Mais maintenant, je le fais 1 fois. Ça me rassure pour que les choses se passent bien avec Frédéric Lopez, vous voyez, et on se la répète. Mais le problème, c'est qu'on se la répète parce qu'on se dit, je l'ai peut-être pas bien dit et j'ai peut-être oublié un personnage. En fait, la personne a une angoisse, un mal-être. Elle va faire un rituel pour se rassurer, un rituel tout simple. Mais après, on ritualise et après, on va le faire une 2e fois, une 3e fois. Et ensuite, le rituel va devenir un peu plus complexe, un peu plus long. Il va devenir de plus en plus régulièrement. Et en fait, c'est comme ça que le TOC va s'aggraver. Et puis, au bout d'un moment, les rituels sont tellement complexes, prennent tellement de temps que ça prend des heures et des heures par jour. Il ne faut pas rentrer dans le jeu du TOC. Il faut vraiment casser ce cercle vicieux pour pouvoir... Alors, effectivement, comment vous avez fait? Comment on traite TOC, ça? si vous voulez, vous lui donnez ça, il prend ça. On vérifie 2 fois. Bon, 2 fois au début, bon, ça suffit. Après, c'est 3. Puis après, c'est 3, puis 4, puis 50. Son mantra, au début, il l'a fait 1 fois. Il n'a pas fait d'emblée 50. Puis après, c'est monté à 50. Alors, comment on est passé de 50 à 1? Par la volonté. Bravo. Vous faites de la thérapie. Mais en faisant ça, c'est la thérapie. Avant de dire une 2e chose, je dis c'est comme arrêter de fumer. Il y a des gens qui arrivent à arrêter de fumer tout seuls parce qu'ils décident je vais arrêter. D'autres qui ont besoin de consulter, de faire de l'hypnose, de l'acupuncture. Moi, je l'ai fait tout seul. Et ça, c'est tout à fait juste. Et quand Léo disait on ne peut pas se soigner tout seul, oui, quand on a un TOC très grave, très invalidant et qu'on a attendu trop longtemps. Mais certains qui ont des mini-tokunais, comme je dirais, ils peuvent, en appliquant les techniques de thérapie comportementale, comme a fait Édouard pour certains de ses TOC, la porte, le mantra, on peut
aller faire des progrès, aller mieux. Mais je voudrais ajouter une chose. Si vous permettez, je dis, j'avais retenu deux choses de ce qu'a dit Léo. C'est la prison. Les TOC vous enferment dans une prison, mais vous avez une double peine. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La peine du TOC lui-même qui vous fait souffrir et la peine du regard des autres. Je voudrais insister là-dessus. Le regard des autres qui se moquent de vous, qui vous prend pour un fou. Et c'est pour ça qu'on les cache. C'est comme une maladie, plus ou moins grave. C'est un handicap invisible. C'est aussi simple que ça. Le TOC, c'est un handicap invisible. Donc on peut le cacher. Donc le dire, c'est l'assumer. Il faut l'assumer, L'accepter. il faut l'accepter, il faut dire je suis comme ça, et alors? Et alors? Vos amis, de toute façon, ils vous aimeront encore plus avec vos TOC que sans vos TOC, si vous aiment. Vos proches, donc il faut en parler avec les autres, il faut en parler avec vos amis. C'est le premier pas pour la guérison, parce qu'une fois qu'on en a pris conscience, une fois qu'on n'a plus honte de ces TOC, eh ben là, ça va beaucoup mieux. On peut prendre un chemin de thérapie, ou tout seul, ou avec un médecin, voilà. Mais la première chose... Mais il y a un petit bémol là, parce que ce qui a été montré, c'est que des patients qui avaient un travail avaient moins de TOC que ceux qui étaient ou déscolarisés ou qui n'avaient pas ou qui avaient un travail. Parce que en fait, vous êtes mettons, vous avez un TOC de contamination, voilà, et puis vous revenez de déjeuner avec vos collègues, vous venez de passer aux toilettes, vous êtes lavé les mains, bon, et puis vous laissez malencontreusement tomber votre stylo ou votre téléphone par terre. Vous êtes un peu contraint de le ramasser. Mais pour quelqu'un qui a un TOC de contamination, ramasser un truc qui est tombé par terre, c'est comme s'ils venaient de plonger leurs mains dans des excréments. Et là, ils n'ont qu'une envie, c'est aller se laver les mains à nouveau. Mais comme ils viennent des toilettes, ils ne peuvent pas y retourner parce qu'on va les prendre pour un cinglé qui se lave les mains toutes les 5. Donc, c'est de la thérapie gratuite. C'est-à-dire que l'obligation de cacher, le fait de l'obligation pas de cacher l'avoir, va les forcer à lutter. Alors que quand ils sont chez eux avec le conjoint ou je sais pas ou quelqu'un qui est au courant, il se serait lavé les mains. Il va se laver les mains. Voilà. Et cette technique-là, quand on l'a fait, Edna Foa, une psychiatre de Philadelphie qui a repris toute la littérature internationale, a montré qu'il y avait 90% des patients améliorés et 51% qui étaient très améliorés ou guéris. Donc c'est ça la thérapie. En faisant quoi? En s'exposant. La thérapie d'exposition avec prévention de réponse, c'est avec l'accord du patient, l'exposer à une situation qui va susciter l'envie de faire une compulsion et réussir à ne pas la faire. Balancer un parapluie d'Édouard, il n'a qu'une envie, c'est de le récupérer. Et donc pour ces patients accumulateurs, je les fais venir au cabinet parfois avec un sac avec des tas de trucs à jeter. Et évidemment, c'est une souffrance du de sport. jeter. Ah oui, c'est une souffrance de jeter. Là, c'est 500 sacs en plastique. S'il me faisait la gentillesse ou à vous de vous en envoyer un et de vous en faire cadeau, ce serait bien. Là, on plaisante là-dessus. On plaisante là-dessus. Je en donnerai un chacun, avec plaisir. Mais si vous disiez, allez, on en garde 10. Non, pas. Non, Là, non, tout de suite, Edouard. C'est trop, petit à petit, on verra petit à petit. Non, parce qu'on a l'impression que vous plaisantez. En vrai, si vous disiez, allez, Ah. on le fait ensemble, encore une fois, vous ne consultez pas, vous gardez votre ligne de conduite, mais sur ce TOC-là, vous décidez de ne garder que 10 sacs en plastique. Ah non, je ne fais pas aujourd'hui. Sincèrement Non, Non, je là, veux il pas. peut pas. Non, je veux pas. Pourquoi je peux savoir Mais juste parce un que simple j'en ai exemple. besoin. Je peux peut-être en petit à petit, ou alors si par exemple je suis obligé de le faire, je le ferai. Exemple, ma compagne me dit, demain j'habite chez toi. Je ne vais pas lui imposer 300 sacs en plastique, et je le sais. Mais pour l'instant, comme j'habite seul, je me laisse entourer de mes sacs plastiques. On pourrait dire que c'est un TOC un peu qu'on appelle la faible prise de conscience, c'est-à-dire qu'il légitime quand même un petit peu tout ce qu'il fait. Oui, mais tout ce qu'il quand fait. il dit sait on peut bien en que c'est avoir un peu besoin, exagéré, quand vous dites mais- Edouard, on peut en avoir besoin, vous savez très bien qu'on n'en a pas forcément besoin d'être 300. Mais ça vous apaise de les avoir, et si Franck vous demandait d'en garder que 10, Je me sentirais moins bien qu'avec 300. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je me sens... Temporairement. Parce Pour le qu'au moment- au bout d'un certain temps, ça va mieux. oui, mais là, Edouard nous dit j'ai pas de raison d'en avoir que 10. Oui, mais même s'il avait la raison, c'est-à-dire il dit si ma copine venait, peut-être ça changerait. Et bien là, c'est là où il se rendrait compte que c'est un vrai TOC, c'est qu'en fait, il aurait beaucoup de mal et qu'en fait, il n'a pas la liberté d'en avoir beaucoup moins. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Voilà. Oui, bien sûr, je sais, c'est une prison quand même, mais une prison relativement douce et acceptée et voulue. Une prison douce, je connaissais pas la formule. Pour rebondir à ce que disait Docteur Lamanière, il disait temporairement, ça va être difficile, mais temporairement, parce qu'en fait, avec le temps, si on ne ritualise pas, avec le temps, l'angoisse diminue. Et en fait, c'est par là qu'on se soigne, c'est le phénomène d'habituation. C'est on fait des exercices
Un exemple, quelqu'un qui vérifie sa porte 100 fois, comme on disait tout à l'heure, hein, il va le vérifier 70 fois. Ça va être difficile au début. Ensuite, 70 fois, ça va être acquis. Ensuite, tu vas passer à 50, 40, 30, 20, 10, 5 et une fois. En fait, on s'habitue. L'angoisse diminue avec le temps, on s'habitue. Et c'est ma psychiatre qui disait ça à la clinique. Le cerveau n'a pas de TOC au début. Il a appris à vivre avec ses TOC. On peut tout à fait lui réapprendre à vivre sans les TOC. Il faut juste s'habituer et faire des exercices pour réapprendre à vivre normalement. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Oui, Ça paraît simple quand il le dit. oui, ça paraît simple, mais je Il l'a voudrais... fait pour la porte. Juste Edouard, réagissez juste à ce que vous venez d'entendre, juste cette phrase-là. De toute façon, le cerveau s'habitue à tout. C'est malléable, le cerveau. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne vous tente pas, ce que vient de raconter Léo? Parce qu'il me sert en ce moment, il me rassure. Ce sont mes compagnons, ce sont mes amis, je les adore. Ils me servent. Bon. Vous voyez, ça rend ma vie paisible. Je les aime, je ne veux pas les lâcher. Mais moi, je vous crois avec ce sourire. Non, et donc, mais on peut imaginer, docteur, que quelqu'un dise ben voilà, ça me rassure, ça m'est familier. Bien, oui, mais toute compulsion rassure. C'est un truc qu'on fait pour se rassurer. Si je vous demande 20 fois, là, C'est est-ce la que définition l'émission même est du bonne, rituel. puis vous me répondez, puis je suis pas vraiment rassuré, je vous le redemande, puis 500 fois. D'accord, ça me rassure, mais vous, c'est pas très plaisant. Un autre exemple que j'avais eu chez une patiente qui avait un TOC sida, qui travaillait dans une pharmacie. Un TOC sida, c'est peur d'attraper le sida, mais faire des tas de rituels en rapport avec ça. Et en particulier, elle manipulait des flacons de sang, bon, et quand elle rentrait le soir chez sa mère, elle lui demandait jusqu'à 500 fois, cette question. Maman, j'ai manipulé des flacons de sang dans la pharmacie aujourd'hui. T'es sûr, j'ai pas attrapé le sida? Ça n'avait aucun sens, si vous voulez. Mais sauf que c'est pas une demande d'information. C'est se l'entendre dire. C'est un rituel. C'est pour obtenir ce soulagement. Mais en le faisant, elle aggrave son cas. Si vous voulez, la compulsion, faire un rituel dans les TOC, ça soulage sur le moment, mais c'est comme un toxicomane. Il est en manque d'héroïne, il se fait une petite piqûre d'héroïne, il se sent mieux. Mais c'est pas le traitement de l'héroïnomanie. Eh ben, c'est pas le traitement des TOC de faire répéter 4 fois l'heure et le jour du rendez-vous, parce que 4 fois, après, ça peut être 5, puis 6, puis 10. Voilà. Edouard, dans toutes vos TOC, il y a ce genre de questions rituelles qui reviennent? Des questions qui peuvent être répétées? Ah oui, ça c'est un des TOC. En effet, c'est je répète. C'est-à-dire, je répète questions. Des questions ou des réponses pour me rassurer. Exemple. À vous-même ou vous Non, répétez à aux autres. Exemple, on a rendez-vous demain à 16h30. 16h30, n'est-ce pas? Et puis je dis, on se retrouve à 16h30, n'est-ce pas? Je le fais plusieurs fois. Et au moment de la 4e fois, vous vous rappelez que la personne vous l'a dit ou pas? Non, je le sais que je l'ai dit. Par contre, je sais que ça embête l'autre. Hein. Ça, je sais que ça agace mes amis. Et ils me disent, écoute, tu me l'as déjà dit. Et là, je fais gaffe. Vous faites violence à ce moment-là. Je fais gaffe, je me réduis. C'est pour ça qu'avant, je le disais beaucoup. Maintenant, j'essaie de plus répéter. Mais à la 4e fois que vous posez la question, vous vous rappelez que vous l'avez posée, mais vous dites que sa réponse n'était pas valable, il n'était pas attentif. Je voudrais être sûr à 100%. Je veux être sûr, c'est l'histoire de la 100%. Il faut que je sois sûr à 100%. Voilà. Et je peux redire un mot là sur ce sujet-là, parce que là, il veut être sûr du rendez-vous, par exemple. Donc, c'est très important pour toi que tu sois sûr. Il entend la réponse. Là, la maladie TOC lui dit « Oula, t'as peut-être pas bien compris ». En fait, quand je fais répéter, c'est pour être sûr que la personne a compris, hein, c'est pas moi. Peut-être qu'elle n'a pas compris ces 16h30. Et c'est pour ça que j'aime bien l'écrit. D'accord. J'ai plein de papiers chez moi, parce que tout doit être écrit. Alors, on va voir dans votre cas ce qui vous est arrivé, dans votre existence, ce qui a changé finalement votre regard sur tout ça, sur votre existence et sur ces TOC. On disait tout à l'heure, Léo, qu'à un moment donné, ces TOC, où vous répétiez comme ça en permanence des phrases pour protéger les autres, pour vous protéger, c'était devenu invivable. Dans votre vie, c'était impossible de se concentrer. Et sur les cours, vous avez arrêté vos études à ce moment-là pour ça? Oui, j'ai arrêté mes études à l'âge de 21 ans. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez l'impression de devenir dingue? Oui, il y a eu un incendie dans ma maison. Donc quand il s'est déclenché, j'étais seul chez moi. Mais ça, quand on dit incendie, c'est-à-dire quoi? Des grandes flammes chez vous? Oui, il y a tout qui a brûlé. J'étais seul, donc après, j'ai appelé les pompiers, j'ai fait ce qu'il Et vous avez 20 fallait, ans mais à ce moment-là. j'avais, oui, je dois avoir même 19 ou 20 ans. Oui. Et du coup, ça a déclenché des TOC liés à la peur de déclencher des incendies par inadvertance, en branchant des prises, en touchant des objets. C'était quoi? Alors là, c'était plutôt des TOC physiques qui sont apparus après l'incendie. Quand je branchais des prises, quand je touchais des objets un peu par inadvertance, électriques ou en bois, tout ce qui me faisait un petit peu penser au feu. J'avais l'angoisse que, par exemple, je pouvais avoir branché la prise pas parfaitement
que j'avais pu un petit peu abîmer la prise et que ça puisse déclencher un feu. Quand je touchais une table en bois, par exemple, je pouvais avoir peur. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours très absurde. Je pouvais avoir peur que la table ait fait bouger quelque chose, qui ait fait bouger autre chose, et qui, par un phénomène de fil en aiguille, qui puisse déclencher un feu, en fait. Un enchaînement de choses totalement absurdes. Et du coup, à cette époque-là, les rituels physiques, donc là, je m'isolais un petit peu pour les faire, ou alors je le faisais discrètement. Je devais retoucher la prise un certain nombre de fois vers le haut, vers le bas, la gauche, la droite, devant, derrière, etc. pour annuler l'angoisse que j'avais, pour être sûr que je ne l'avais pas abîmé, et que voilà. Retoucher les objets un certain nombre de fois, et recommencer ça en boucle, jusqu'à ce que je sois persuadé que ça ne puisse pas déclencher un incendie. Et quand vous le faites, vous vous voyez en train de le faire? Oui. Est-ce que parce que le mot absurde, vous l'utilisez aujourd'hui, à ce moment-là, vous pensiez ça? Souvent, quand on fait des tocs, on se rend compte que c'est absurde, mais on se sent obligé de le faire au cas où. Au cas où qu'il arrive un malheur, un incendie, un accident, etc. Au cas où, on sait que c'est absurde, mais on se dit, au cas où, je le fais. Comme ça, je suis sûr. C'est quelque chose que vous avez beaucoup entendu, ça, au cas où. C'est la maladie du doute. Comme s'il y avait, La maladie du doute. le cerveau raisonnable qui sait que c'est débile et le cerveau toc qui dit « mon vieux, tu dois le faire quand même ». Voilà. Alors, quand c'est le cerveau toc qui gagne, eh ben, c'est pas bon parce qu'on va vers l'aggravation. Quand c'est le cerveau raisonnable, c'est bon parce que du coup, on va essayer de ne pas le faire et on va vers la guérison. À chaque fois qu'on réussit à ne pas faire un rituel, on va vers la guérison. Alors, à quel moment il y a un déclic? À quel moment vous vous dites il faut que je trouve une solution? C'est le moment où vous en parlez avec votre Moi, famille, c'est vraiment quand j'en ai parlé quand je pouvais plus faire autrement. Je pouvais plus suivre mes études. Je pouvais plus rien faire, plus profiter de la vie. Et c'était un tel désastre qu'il fallait vraiment que j'en parle à ce moment-là, que je me prenne en charge et que je fasse une thérapie, quoi. Alors, C'était vraiment le vous vous rappelez du moment où vous en parlez à votre famille? C'est spontané ou c'est quelque chose de réfléchi avant? Non, c'est quand même. J'avais quand même pris la décision d'en parler. C'est pas sorti comme ça. Et vous leur dites quoi? Ils réagissent comment? En fait, j'étais rentré. En fait, je faisais mes études loin de chez moi, en Corrèze. Et donc, je suis rentré sur un week-end. Et donc là, j'en ai parlé. J'en ai parlé à mon père au début, puis ensuite à ma famille. C'est mon père qui était là ce week-end-là. Mais vous utilisez quel mot d'ailleurs quand vous en parlez à votre père? en fait, j'ai réexpliqué en fait du début un peu en remontant, on va dire, le fil de ma vie, comment ça avait évolué, et puis en expliquant où j'en étais aujourd'hui. Ils ont tout à fait accepté, mais ils étaient quand même surpris vu qu'ils n'étaient pas au courant. Et pour vous, c'est la première fois que vous formulez? Oui, je n'avais jamais parlé auparavant à qui que ce soit. Vous vous sentez comment de le dire, juste de le dire? Du coup, ça permet de se libérer et de permettre du coup une prise en charge possible en fait. Donc une forme de libération, un peu le début, de soulagement d'en parler, parce que vous sentez que voilà, il y aura un avant, un je sais après. qu'à partir de ce moment-là, du coup, j'allais pouvoir faire les démarches nécessaires pour se soigner en fait. Au début, je suis allé voir plusieurs médecins généralistes qui m'ont conseillé d'aller voir des psychiatres. Moi, je ne savais pas quel psychiatre il fallait voir, je ne connaissais pas du tout les différents types de thérapies, tout ça. Donc j'allais voir un petit peu qui se présentait à moi, jusqu'au jour où j'ai entendu parler de cette clinique à proximité de Lyon, où c'est là vraiment la première fois, lorsque j'ai commencé mon hospitalisation, là on m'a vraiment expliqué ce que c'était des TOC, le fonctionnement des TOC, Alors attendez, la parce que thérapie. c'est pas rien comme décision. Là, vous êtes jeune, vous avez 20, 21 ans, et vous décidez de vous faire hospitaliser. Oui. C'est dire à quel point c'était arrivé. Voilà, j'ai essayé au début d'arrêter mes études pendant 2 mois pour voir des psychiatres et de reprendre. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai arrêté définitivement cette formation. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même quelque chose de sérieux, ça me fait souffrir depuis longtemps. Il faut que j'aille à la clinique, ils sont compétents pour ça. Et donc, quand vous dites la clinique, ça va durer combien de temps? Un premier séjour de 3 mois. Donc, c'est un séjour de 3 C'est mois. un séjour de 3 mois, une hospitalisation où on reste à la clinique pendant 3 mois. Il y a des petites sorties, mais voilà, on est à la clinique pendant 3 mois. En général, c'est 3 mois, mais ça peut être moins longtemps en fonction des patients. Donc là, vous vous sentez pris en charge par des gens qui connaissent le sujet. Et du coup, ça va passer par quoi, votre guérison? C'est-à-dire que vous allez comprendre de quoi il s'agit, vous allez mettre un nom, On m'a expliqué le mécanisme. cette maladie, le fonctionnement de cette maladie, en quoi consistait la thérapie, qu'est-ce que j'allais devoir mettre en place pour me soigner. À la clinique, on nous apprenait à prendre vraiment de la distance par rapport au TOC, aux pensées TOC.
Il y a des pensées qui viennent de nous. J'ai envie de faire du vélo. Moi, j'ai envie de faire du vélo, je vais faire du vélo. Mais par exemple, je vais faire du vélo parce que sinon, il va arriver un malheur à telle personne de la famille. Là, c'est une pensée qui vient du TOC et l'exercice va être de ne pas faire le rituel, de ne pas aller faire du vélo. Il faut arriver à distinguer les pensées qui sont de nous, les pensées qui sont du TOC, pour pouvoir vraiment le combattre et faire des exercices pour lui. Donc vous disiez, le principe c'est l'exposition, c'est-à-dire qu'on vous a exposé. Donnez un exemple de choses qu'on vous a contraint de faire pour vous guérir. Alors oui, donc par exemple pour l'exposition, c'est vraiment s'exposer à ses angoisses pour apprendre à ne pas ritualiser et s'habituer. Alors je me rappelle par exemple à la clinique, c'était donc après l'incendie, mais j'avais encore les angoisses par exemple liées à l'incendie. Un jour, je vais me coucher donc dans ma chambre à la clinique pour dormir, et puis le soir, je touche sans faire exprès le téléphone qui était sur la table de nuit. Donc c'était le téléphone électrique de la clinique. Donc je touche les fils sans faire exprès. Donc le lendemain, j'en parle à ma psychiatre. Donc elle se lève, elle va vers le téléphone et puis elle bouge vraiment tous les fils comme ça. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Pour me montrer que c'est complètement absurde. Je comprends son intention, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez quand elle le fait ? Je comprends que tout ce que je fais, moi, c'est absurde. Et ensuite, les exercices, par la suite, ça a été par exemple dès que je vois quelque chose qui me fait peur, ne pas hésiter à aller le toucher pour déclencher une angoisse chez moi, en me forçant derrière à ne pas faire des rituels pour tout annuler en fait. Et par exemple, pour les pensées, par exemple, peur qu'il arrive du mal à telle personne de mon entourage, les exercices d'exposition, ça peut être par exemple imprimer sur une feuille ou l'écrire soi-même et l'afficher dans sa chambre, des phrases qui sont amenées à nous angoisser. Par exemple, si je ne répète pas 3 fois telle phrase, il va arriver malheur à ma famille. C'est pareil, c'est quelque chose qui nous déclenche une angoisse. Donc on va lire ça, on va angoisser, mais derrière, il va falloir ne pas faire de rituel pour annuler ces angoisses. On déclenche des situations anxiogènes et on s'entraîne, on va dire en quelque sorte, à ne pas ritualiser. Comme ça, quand l'angoisse viendra réellement, on arrivera à ne pas ritualiser. Parce qu'on aura observé que le malheur n'est pas arrivé. Attention, parce qu'on ne peut pas toujours l'observer. Si c'est le décès dans 20 ans, on va être angoissé pendant 20 ans. C'est un très bon exemple, parce que moi, par exemple, pour l'incendie, je me disais, quand je touchais le téléphone, pour moi, l'incendie pouvait arriver, par exemple, dans 20 ans, comme il disait. Et du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours observer, mais à force de se forcer à ne pas faire le rituel, on s'habitue. Et on se rend compte qu'on a moins besoin d'en faire. Il faut gagner la liberté de faire comme tout le monde. Vous pouvez secouer votre fil de téléphone, vous ne vous dites pas aussitôt, dans 20 ans, il y aura un incendie. Donc, même, justement, il faut rester dans le doute. Voilà, dans la thérapie, il faut accepter la maladie du doute, vous avez dit. En fait, au début, on apprend à ne pas ritualiser. L'angoisse est encore là. Je ne ritualise pas, donc j'ai peur qu'il y ait un incendie qui se déclenche dans 5 minutes, dans 10 ans ou dans 20 ans. Et naturellement, en fait, l'angoisse va redescendre naturellement avec le temps. En fait, l'exercice consiste à faire redescendre l'angoisse naturellement avec le temps et non pas avec le rituel. Et à force de faire ça, petit à petit, ce qui part en premier dans la thérapie comportementale sont les rituels. Donc, par exemple, on touche la semelle de soulier, là, puis hop. Vous obligez à se salir. Et on ne va pas se laver les mains. Bon. Du coup, on va retirer le rituel, il reste le mal-être. J'ai les mains sales, je me sens. Alors, ce mal-être, cette impression de saleté, elle va durer un certain temps. Si on refait ce même exercice de manière répétitive, l'impression de saleté va durer de moins en moins longtemps et être de moins en moins forte. Et ce qui part en dernier, c'est l'idée même que ce serait souhaitable d'aller se laver les mains. On s'en fout. Voilà. Alors, ce qui part en 1 sont les rituels, les compulsions. Ce qui part en 2, c'est le mal-être de ne pas faire la compulsion. Et ce qui part en dernier, c'est l'idée même débile de faire tout ça. Le jour où Édouard en aura assez de ses sacs en plastique, il s'en fout. J'ai 0 sac en plastique, mais la vie est belle quand même. J'ai un seul parapluie, puis si je le perds, c'est pas grave, je me mouillerai. Et puis j'en mourrai pas d'avoir une averse. C'est vrai par rapport à ce que dit le docteur Lamanière. Quelqu'un qui fait un exercice, moi c'était pas mes tocs, mais quelqu'un qui va avoir l'angoisse d'attraper des maladies en touchant les saletés, il va toucher le sol. Voilà, on va lui faire l'exercice. C'est pas parce qu'il fait l'exercice une fois que l'angoisse ne viendra plus jamais. En fait. L'angoisse va revenir forcément. Mais à force de ne pas aller se laver les mains à chaque fois que l'angoisse revient, l'angoisse va être de moins en moins prenante. Et au bout d'un moment, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, l'angoisse n'existera plus. Et on verra que c'est pas magique parce que dans votre cas, il y a eu une rechute. Suite à ma première hospitalisation, oui. On va parler dans un instant. Je voudrais faire une réserve quand même, globale. C'est que docteur Lamanière ne voit que des gens qui ont accepté leur maladie et qui sont venus vous voir. Mais le problème, c'est que... Non, j'en vois aussi. Oui, mais vous ne voyez que des malades.
Oui, mais il y a aussi des malades qui En s'ignorent. définition, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 à 3 millions de personnes qui ont les TOC et qui ont honte d'en parler, qui ne veulent même pas en parler. C'est ça qu'il faut voir. Le premier pas, c'est comme vous avez dit, c'est la distance. La distance par rapport à TOC et même l'autodérision. Moi, je suis allé jusqu'à l'autodérision. J'ai même fait un livre, j'ai fait un coming out de TOC. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire de Ça plus? vous a apporté quoi? Moi, c'est pour les autres. On me raconte des témoignages insensés. Une femme, par exemple, qui dit elle ne veut pas aller aux toilettes ailleurs que chez elle. Il y en a plein. Et son travail est à 100 km de chez elle. Donc, elle s'oblige à pas boire, à pas manger pour pas aller aux toilettes pendant le boulot. Mais c'est terrible. Elle a des crampes, elle a des infections. Et quelquefois, elle fait 100 km pour rentrer, aller aux toilettes chez D'accord. elle. Votre regard là-dessus, du coup, c'est quoi? Il faut qu'elle rencontre un Ah, spécialiste? des cas graves, Il oui. faut qu'elle fasse de Absolument. l'autodérision. Ah non, absolument, non. Les cas graves, il faut qu'ils consultent, absolument. Mais le problème, c'est que personne ne sait où aller parce que c'est une maladie peu connue, mal reconnue. Mais il y a peu de spécialistes comme vous. Malheureusement, Ah, on est on en forme de plus Non, mais en on plus. est d'accord qu'il y en a pas. Il y en a peu. Oui, il y en a peu. Il y en a peu. Par exemple, on va aller chez son psychanalyste. Erreur. Non, on avait bien compris. Il faut surtout pas aller. Erreur. Erreur, parce que ça nous empêche de le faire nous-mêmes. Vous allez Non, tout puis en faire plus, par vous-même. non, mais en plus, moi, je m'imagine, dès qu'on me parle de psychanalyste et de TOC, moi, je pense à Woody Allen. Vous voyez, je me dis, je vais aller 7 ans chez le psy, sur son divan pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, il va me dire, Édouard, j'ai compris. C'est votre mère qui vous a sevré à l'âge de 2 mois. Et c'est à cause de maintenant, ça. j'ai compris tout seul. Et attention, l'heure est terminée, 100 €. On se revoit mercredi prochain. Bon, ça, c'est la psychanalyse qui cherche les origines. Vous faites partie des thérapeutes comportementaux et cognitifs. Ça veut dire qu'en fait, les origines, vous vous en moquez. Ce qui vous intéresse? Alors, s'en moquer, c'est un peu vite dit, mais disons que l'histoire de vie, elle va plutôt conditionner le contenu des TOC. Où ça va, par exemple, s'il y a un événement grave, et en particulier les événements déclencheurs de poussée, comme on se ferait une poussée de bouton, là on va se faire une poussée de TOC, ça va être tout ce qui est en rapport avec l'augmentation de responsabilité, en particulier la grossesse, avoir un enfant. Il y a dans un groupe de 59 mères avec des TOC, 39 rapportaient le début de leur TOC pendant la grossesse. Donc tout ce qui augmente la responsabilité, une promotion à son travail, tout ce qui est en rapport avec la perte, le décès d'un proche. Alors là, ça va mettre le logiciel en route, ce que j'ai appelé dans le livre le logiciel TOC. Et là, on va faire une poussée de TOC, comme là, l'incendie, qui est un événement stressant. À déclencher de nouveaux TOC. À déclencher une poussée de TOC, en rapport d'ailleurs, bien sûr. Et dans votre cas, la perte, vous l'avez vécue en 2008. Oui, alors là, moi, je pense qu'il faut un événement déclencheur pour prendre conscience et pour se guérir, ou en allant chez un spécialiste, ou en travaillant sur moi-même. Moi, malheureusement, j'ai eu une tragédie, puisque je vivais avec une compagne en Russie, à Moscou, pendant 7 ans. Et elle s'est suicidée à la maison. Ouais, elle s'est pendue à la tringle à rideau à la maison, il y a donc le 26 juin 2008, à 17h. Et à partir de ce moment, vous imaginez un peu la tragédie. C'est-à-dire, on a cette culpabilité, non seulement la tristesse, mais la culpabilité qu'on va porter tout le temps. Mais ça m'a fait changer, comme je disais, le regard sur plein de choses. J'ai complètement évolué. Je crois que j'ai fait un énorme chemin, en effet, entre guillemets, de résilience, mais qui m'a amené, entre autres, à considérer les TOC comme finalement pas grand-chose. Quelque chose de dérisoire. Dérisoire. Je me dis, mais alors, j'ai 55 en plastique, et alors je vais en avoir plus, ça va pas. Et alors? Les gens vont rire, tant mieux qu'ils rient. Mes amis, quand ils viennent chez moi, quand ils voient les trous sous mes tapis, ils se marrent. Je dis, marrez-vous, la corde à nœud, venez comme c'est drôle. Et vous voyez, ça m'a fait prendre conscience de la valeur des choses, quand même, c'est peu de choses. Et surtout, j'ai eu la force aussi de me dire, je vais quand même les éliminer. Ceux qui m'embêtent vraiment, je vais les éliminer. Par exemple, je vous donne un petit truc. Ça peut servir aux gens qui nous regardent. Comment l'histoire de la serrure, parce que ça, c'est un truc très courant. Comment vous avez fait tout seul, du Je coup? vais vous dire tout seul. J'en avais 50, disons. D'abord, j'ai réduit. Donc 50 fois, vous vérifiez que la serrure était... Voilà. Alors, je l'ai réduit petit à petit. Après l'événement, après la tragédie où j'ai pris conscience. Et après, j'ai un petit truc que je donne, mais qui est tout simple. C'est que maintenant, je le fais qu'une fois. Pourquoi? Parce que quand je le ferme, je dis fermez. Ça s'imprègne dans mon cerveau. Vous le formulez? Non, je le mets dans mon cerveau, j'ai dit fermé. Et donc Pensez ce mot. Voilà, je pense au mot fermé. J'ai fermé, donc le cerveau a imprimé fermé. Donc quand je sors, je me dis, j'ai dit fermé, donc elle est fermée. Alors bravo Édouard, ça c'est mieux qu'avant, mais un beau jour, il faudra même supprimer le fermé. Parce que le fait de se dire fermé dans la tête, c'est une compulsion mentale.
Et faut un pas que jour ça ou reprenne l'autre, de l'ampleur. il faudra l'éliminer aussi. Mais quand vous entendez quelqu'un dire, après avoir vécu quelque chose de très grave, finalement, tout ça que je gardais secret, qui était quelque chose d'handicapant, j'ai décidé que ça devenait dérisoire. Et la formule, ça se résume en « et alors ?» Oui, Au mais fond, moi j'aurais voilà. préféré Et qu'ils se alors disent c'est dérisoire, donc je m'en fous d'avoir des sacs, je le balance tout, je vire les parapluies. J'aurais préféré tout ça. Ce serait même encore mieux, puisqu'en effet c'est dérisoire. Ce serait une vraie Même de libération. manquer d'un parapluie une fois et de se prendre une averse. On s'en fiche, on va pas en mourir. Donc finalement, les conséquences ne sont pas graves. Et alors parfois, attention, parce qu'il y a la souffrance du sujet lui-même, mais quand il y a un conjoint ou une famille, c'est l'horreur. Je me rappelle une patiente, chacun avait sa chaise, interdiction de s'asseoir sur une autre chaise. Cette dame avait 2 filles qui habitaient à l'étage. Elle n'avait pas le droit d'aller dans leur chambre en l'absence de la patiente en question, parce que sinon elles auraient dérangé ou sali. Donc il y a un stade où, si vous voulez, ça peut être l'enfer pour l'entourage. Qu'est-ce que vous conseillez à l'entourage, justement, Alors, qui au départ va, pour apaiser la personne aimée, Et même- va rentrer dans le. Même pour réagir, des fois dans les même, rituels. la personne qui souffre de TOC fait faire à sa famille des rituels. Voilà. Et même si le rituel est fait par une autre personne que la personne souffrante, eh ben, ça aggrave quand même la personne Bien sûr. souffrante. Parce que du coup, ça laisse sous-entendre qu'il fallait quand même faire le rituel et ça aggrave le cercle vicieux de. J'en avais une qui obligeait son mari à changer de vêtements à chaque fois qu'il changeait de pièce. C'est un peu embêtant, c'est un peu contraignant. Vous l'inventez pas, ça. Ah non, j'invente pas, non, j'invente pas. Et alors, quand vous voyez la personne en pleurs, complètement, extrêmement mal, évidemment, l'attitude normale d'un proche aimant, ce serait de marcher dans la combine, si vous voulez. Mais comme je leur dis parfois, quand je fais la comparaison avec un toxicomane, votre enfant se roule par terre parce qu'il est en manque, allez lui acheter de l'héroïne. Alors, pour un TOC, justement, c'est un peu la même chose. Alors, parfois, c'est vécu par le patient comme un rejet, un manque d'amour. Trahison. Erreur. C'est au contraire, je leur Bien, souhaite pour le soigner. Ouais. je leur souhaite de tomber sur des proches, justement, pas trop conciliants, parce que un proche trop conciliant, il fait Il n'aide pas, exploser en fait. la maladie. Il Il fait n'aide pas. exploser la maladie. Mais de toute façon, c'est le principe même de la thérapie. En fait, un exercice est toujours angoissant. Si un exercice ne fait pas angoisser, c'est que ça ne concerne pas ses propres angoisses. Parce que ou quoi c'est que ce le soit. principe même Un de exercice, c'est l'exposition angoissant et voilà. Ouais. à la phobie. S'il n'y a pas de mal-être, il n'y a Mais- pas de progrès. Mais il ne faut pas brusquer, à mon avis, les TOC. Je pense qu'il faut avoir du tact avec les TOC, c'est-à-dire les prendre progressivement. Il ne faut pas brutalement, On fait- sinon on est très malheureux. Dans la thérapie, on ne fait jamais faire au patient sans son accord, et en plus, on fait soi-même ce qu'on demande de faire au patient. Si vous n'êtes pas capable de toucher votre balai des toilettes, de toucher votre semelle de soulier, de toucher de la poussière avec des cheveux, etc., Ne demandez pas au patient. soignez d'autres pathologies, mais ou allez vous soigner vous-même d'abord, mais en tout cas, vous ne pouvez pas du coup faire la thérapie. Moi, j'adopte de nouveaux TOC. Il m'arrive d'en adopter de Ça veut nouveaux, dire d'en quoi, adopter développer. J'en développe et qui me font du bien. Par Pas exemple, beau, Édouard. il y a cette... J'adore votre relation. Non, il y a- Qu'est-ce que vous adoptez comme nouveau TOC? J'en adopte un, c'est la rose blanche. Au début, c'était un hommage, c'est vrai. Donc, vous en doutez. Après à la avoir perdu personne. votre C'était amour. un hommage. Ça consiste en quoi, le Ça consiste à tous les matins, entre 11h et midi, à l'acheter une rose blanche et la mettre à la place de l'autre. Est-ce que c'est un TOC, ça, finalement? C'est un TOC, absolument. C'est-à-dire, pourquoi? C'est un TOC de conjuration. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, les choses vont mal se passer. Donc, au début, Un toc superstitieux. oui, c'était une superstition personnelle. Effectivement, ça ressemble à un hommage à quelque chose de Au plus. début, tout début, je l'ai fait une fois, 2 fois, puis après, je me dis, si je ne le fais pas, Il va arriver un il malheur. va arriver un malheur, ou alors j'aurais mal fait. Est-ce que Toc de c'est pour malheur. cet exemple-là, Oui. et encore une fois, il est lié à quelque chose à l'amour, mais pour tous ces tocs que vous dédramatisez, vous faites la dérision, ça reste une prison douce, vous disiez tout à l'heure. Une prison douce, parce qu'il y a certains qu'il faut éliminer. Je sais que répéter, c'est agaçant. On ne peut pas répéter les mêmes choses. Mais il y en a d'autres, la rose blanche, je la garderai jusqu'à la fin de ma vie. J'espère Ça me fait que non. plaisir. Mais si, la rose blanche, Allez. c'est beau, mais c'est joli. Il faut Attendez. réussir à ne pas le faire. Non, mais Édouard. attendez, c'est joli d'avoir Ça une va faire rose des blanche chez économies, soi. Édouard. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un beau symbole, finalement, en plus de mon chemin. S'il reste que celui-là, Qui est que celui-là Non, hein vous êtes Non, trop mais c'est en plus, conciliant. c'est trop un- conciliant. non, c'est un symbole de ce chemin que j'ai fait finalement vers le positif, vous voyez. C'est le symbole de la résilience. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce TOC. Alors, Léo, parce que là, on a compris la position du docteur, d'accord, en disant non, vous vous arrangez avec votre conscience, ça reste une dictature. Mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ben justement, je vous laisse vous parler, c'est-à-dire vous qui êtes sorti de là,
Mhm. Vous avez quelle sensation quand vous écoutez Édouard? Alors moi, personnellement, dans mon cas de figure, et dans la majorité des gens qui souffrent de TOC, j'ai jamais eu un TOC où j'étais content, fier de l'avoir. Ça a toujours été une souffrance, contrairement du coup à Édouard. Et j'ai toujours voulu supprimer les TOC, et j'ai jamais eu de sympathie de pour ces compassion avec mes TOC. Ouais. Et donc, quand on disait rechute tout à l'heure, ça Oui. veut dire qu'après le premier séjour à l'hôpital, En fait, donc j'ai fait un premier séjour donc dans la clinique, et au moment où je sortais donc de cette clinique, j'avais un deuxième séjour qui était prévu 2 mois plus tard. Donc c'était prévu. Mais en fait, comment dire, souvent la maladie du TOC trouve toujours la petite faille pour essayer de nous faire replonger. Et moi, à ce moment-là, le TOC m'a fait angoisser que tout ce que j'avais pu apprendre à la clinique n'était pas forcément la bonne solution pour moi, etc. Et m'incitait à retomber dans les rituels. Donc du coup, j'étais un petit peu tiraillé, j'avais envie de me soigner, mais le TOC me faisait vraiment peur en me disant il faut pas que tu écoutes tout ce que tu as appris à la clinique, c'est pas pour toi, etc. Il faut faire tel rituel pour telle angoisse, fais-le, quoi. Et donc ça a été très difficile, j'ai recommencé à faire certains rituels, j'ai eu une petite rechute à ce niveau-là. Mais j'ai pu en parler donc avec mon psychologue à la clinique, donc qui me suivait à ce moment-là. Et donc j'ai refait d'énormes progrès à mon deuxième séjour. Et le fait d'avoir pu parler de ça avec lui, ça m'a permis de ne pas refaire les mêmes erreurs à ma deuxième sortie et à ne pas faire de rechute suite à ce deuxième séjour. aujourd'hui, vous avez 24 ans. Oui. Vous dites je suis guéri. Oui. Ça veut dire que vous avez 0 TOC. Actuellement, non, il n'y en a plus. Mais depuis quand je suis sorti de mon deuxième séjour, là, c'était pas encore totalement fini. J'allais beaucoup mieux. J'avais encore des angoisses, etc. Mais je ne faisais plus les rituels. Et j'ai continué à avoir une psychologue après mon deuxième séjour pendant quelques temps. Et grâce à la clinique et à ce suivi après la clinique, un petit peu pendant 6 mois, là, aujourd'hui, je n'en ai plus, mais grâce à tout ce chemin parcouru, quoi. Vous vous sentez comment justement d'avoir parcouru tout ce chemin? Je me sens fier d'avoir pu me soigner et d'avoir pu... parce qu'en fait, c'est une thérapie, comme on le disait, qui est éprouvante. Il faut accepter d'angoisser, de souffrir sans ritualiser, donc c'est très difficile. Donc fier de tous ces progrès. Et maintenant, je me sens, on va dire, libre. Parce qu'avant, comme je le disais au tout début de l'émission, j'étais dans une prison mentale. Et maintenant, je peux profiter de la vie, des discussions. Là, je suis retourné faire une formation, je suis arrivé à suivre, j'ai validé. Je peux profiter de toutes les choses de la vie. Vous avez dit le mot libre. Prison Voilà, libre. Et vous vous destinez à quoi? Parce que finalement, c'est un rapport avec tout ça. Depuis que je suis sorti de la clinique, je me suis engagé donc dans l'association AFTOC, donc l'association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. En fait, c'est une association qui organise plusieurs groupes de parole dans différentes villes de France. Moi, j'ai décidé de créer le groupe de parole de Valence, donc que j'anime depuis 2 ans maintenant, environ. Et donc, ça permet, les gens viennent pour avoir des renseignements, avoir des conseils. Voilà, donc on discute des TOC, de comment moi je me suis soigné, qu'est-ce que j'ai appris à la clinique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quel type de médecin il faut aller voir, quelles sont les structures qui existent, voilà, pour pouvoir aider ceux qui ont besoin d'aide. Et pour aller encore plus loin, j'aimerais, donc grâce à ma formation, donc c'est dans l'animation sociale, c'est une formation qui me permet d'être animateur auprès de personnes en difficulté, donc ça peut être pour les personnes âgées, dans les centres sociaux, cliniques, hôpitaux, etc. J'aimerais, moi, vraiment, par la suite, pouvoir travailler auprès de personnes qui souffrent de TOC pour pouvoir leur apporter mon expérience et leur dire que vraiment c'est possible, quoi, et qu'on peut vraiment s'en sortir et que voilà. Je peux vous demander, vous avez encore un traitement préventif des rechutes ou non? Médicamenteux? Alors, avant de rentrer à la clinique, j'ai eu des antidépresseurs, Oui. mais j'avais pas du coup de suivi TCC, donc forcément ça n'était pas utile, marchait pas, pas utile forcément. Ensuite, j'avais arrêté tous ces médicaments avant de faire mon premier séjour à la clinique. À mon premier séjour, j'avais aucun traitement et étant donné que j'arrivais à progresser dans la thérapie sans médicaments, j'ai décidé de ne pas en prendre. Après, j'en ai eu un petit peu lors de mon deuxième séjour pour des angoisses qui étaient difficiles à gérer. Donc là, j'ai eu des médicaments à faible dose à ce deuxième séjour. Je les ai gardés un petit peu après, pendant que je voyais la psychologue suite à mon deuxième séjour. Et en fait, j'ai dû les arrêter un petit peu près en même temps que j'avais arrêté de voir la psychologue. Je n'avais plus besoin de voir la psychologue et de prendre des médicaments, j'allais bien.
Et voilà. C'est d'autant plus. Moi, dans mon cas, c'est surtout la TCC qui m'a aidé, Thérapie la comportementale et psychiatre, les cognitive. psychologues, plus que les médicaments. Mais je suis tout à fait d'accord que pour certaines personnes, les médicaments, c'est vraiment très important. Ça va les aider à rendre les exercices abordables et ça peut vraiment les aider et ça peut vraiment être une aide supplémentaire, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre quelqu'un de jeune qui est capable de dire voilà, j'étais prisonnier et je suis libre? C'est un bonheur. Attendez, à chaque fois que j'ai un patient qui avait des TOC monstrueux, qui ne vivait plus, qui ne pouvait plus travailler et qui réussit à revivre normalement, à être heureux, enfin, à aller bien, c'est même un des plaisirs de notre profession, je dirais. Bon, alors, on ne guérit pas tout le monde, loin de là. Les TOC, vous savez, dans certains cas graves, même, il y a dans les TOC, ce qu'on appelle les TOC résistantes, ils ont eu tous les médicaments, des thérapies comportementales bien faites, etc. Il y a des gens qui, malgré tout, sont résistants à tout. Et quand leur vie est un enfer, vous savez qu'on fait maintenant ce qu'on appelle l'électrostimulation profonde, qui consiste à implanter des électrodes au niveau du noyau sous-thalamique dans le cerveau, et on stimule cette zone du cerveau, un peu comme on stimule le cœur avec un pacemaker. C'est rarissime, rare, ouais. c'est extrêmement rare. La plupart des patients réussissent à aller mieux avec la thérapie comportementale et cognitive et avec les médicaments ou les deux. Et parfois tout seul, même en suivant les conseils des livres d'auto-traitement. Voilà. Alors, dans un instant, évidemment, préparez-vous à la question. Je vais vous demander si cette liberté dont parle Léo vous fait envie. D'accord? Vous allez répondre dans un instant. Mais auparavant, je voudrais vous montrer quelque chose qui devrait vous intéresser. C'est une jeune fille qui s'appelle Tiffany. Elle a 21 ans. Elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Elle n'a pas encore consulté. Elle n'en avait pas parlé encore à ses parents. Et son moyen, à elle, d'en parler à ses parents, c'est de faire un court-métrage dans lequel elle joue son propre rôle. Et vous allez me dire si elle parle bien des émotions qu'on ressent quand on souffre de troubles obsessionnels compulsifs. On regarde ensemble, on en parle juste après. Généralement, ça commence comme ça. Il se passe un petit truc dans ta petite vie et tu vas pas bien. Rien ne va plus. Tu te laisses aller dans ce cercle vicieux. Puis t'abandonnes toute positivité, tu te remets en question, pour rien, pour tout prend un ton grave. Je suis nulle, je fais rien de bon, je suis toute seule, je suis trop faible. Aller chercher du pain devient un obstacle. Sortir dans la rue se révèle trop dur pour toi. T'as l'impression d'être en danger à chaque seconde, alors t'accélères le pas. Tu te retournes toutes les 10 secondes, tu scrutes, cherches dans chaque petit recoin pour être sûr que tout va bien alors que rien ne va. Ces petits gestes du quotidien qui te pourrissent la vie, toujours sur la garde à attendre ce qui va arriver au lieu de vivre. Alors pour te rassurer, tu fais ce petit geste anodin qui te paraît stupide, mais qui te rassure. T'as l'impression de toucher du bois, d'être intouchable. Puis tu te rends compte qu'il prend de l'ampleur, qu'il te sauve de plus en plus. Que toutes tes angoisses disparaissent avec ce geste. T'as des images salaces, des idées sanglantes, puis t'as des sons tranchants qui se baladent comme ça dans ta petite tête, et puis cette petite voix qui nourrit tes peurs, toujours là à t'enfoncer, te faire broyer du noir, toute seule chez toi, à culpabiliser d'être aussi tordue, et tu touches du bois encore et encore, tu sors plus trop, tu dors plus trop, il arrive te fait du mal, t'évites les endroits comprendre que c'est toi, là tu sais pas trop pourquoi, tu deviens anxieux, ça prend le dessus, que toujours à suivre, comme un petit caniche peureux, incapable d'être séparé de sa maîtresse. Putain de pervers narcissique qui t'enferme dans sa petite bulle pour lui tout seul, jusqu'à ce que tu craques ou que tu t'en sortes. Là, t'as deux solutions. Soit tu succombes, soit tu te relèves et t'assumes ce que t'es. De faire des erreurs, d'avoir des défauts, mais aussi d'accepter d'être heureuse. Un court-métrage, elle a 21 ans, elle joue son propre rôle et son entourage et sa famille a découvert son problème dans ce court-métrage. On va voir vos réactions dans un instant. Je voulais juste signaler que pendant le court-métrage, mes camarades nous ont rejoints. Donc Aude, Luc Salut. et Anissé, salut les camarades. Votre réaction spontanée? Moi, je trouve que c'est très bien de pouvoir en parler. Non seulement pour commencer une thérapie si elle le souhaite, mais vraiment ne pas garder ça pour soi. Le fait d'en parler, après, ça ouvre des portes pour la guérison, quoi. Dans les mots que vous entendez, il y a des choses qui vous parlent? On voit que c'est une vraie souffrance et il faut qu'elle puisse se soigner. Édouard, quand vous voyez ce qu'a fait Moi, je cette jeune fille trouve de 21 que ans, ça décrit très très bien le mécanisme des TOC qui, dès le réveil, vous envahissent. C'est exactement ça. Et ce que j'aime, c'est la fin, l'espoir. Elle sourit. Nous aussi. Et oui, c'est pour ça qu'on parle de Voilà, donc c'est ça. Tout est permis. Tous les espoirs sont permis. Toutes les portes sont ouvertes. Et vous, docteur? Alors, je ferai une petite critique, c'est que, à part le fait qu'elle se touche le front pour donc Vous n'avez ça pas c'est tous une ces compulsion,
on ne sait pas. Parce avoir peur de sortir de la rue, ça peut être de l'agoraphobie. Enfin, je veux dire, attention, c'est pas aussi clair Elle que n'a ça pas mis le déjà. mot, elle n'a jamais consulté. Mais elle parle Voilà. effectivement de En cette tout cas, souffrance elle dit qu'elle va secrète. mal et qu'elle va se faire soigner, ça c'est très bien. Ou qu'elle va. Mais alors, c'est sûr que le fait de se toucher le front lorsqu'elle a des pensées épouvantables, genre, ça c'est du TOC 100%, c'est évidemment. Le reste, c'est à voir. Voilà. D'accord. Alors elle, justement, cette jeune femme que je trouve très courageuse parce que justement, elle n'avait jamais parlé, comme vous Léo, elle n'avait jamais parlé à ses parents s'en étaient pas rendus compte. Alors, elle se touche la tête, en effet, enfin le front. Oui. Elle se touche le front et c'est ça son toc Ça, c'est une principalement. compulsion, ça, c'est le rituel. Voilà. Et Pour pour soigner aller les mieux, angoisses. pour se rassurer. C'est-à-dire qu'elle explique que quand elle marche dans la rue, qu'elle a l'impression qu'on la suit, pour se rassurer, pour avoir moins peur, pour se dire rien de grave ne va m'arriver, elle se rassure en se touchant le front de manière compulsive. Et au départ, ça a commencé, elle touchait du bois. Ça, on le fait tous. On le fait tous. Voilà, on Ouais. fait tous, on se dit tous, on va toucher du bois pour... Je touche du bois, pas conjurer le mauvais exactement, pour sort. conjurer le mauvais Quand sort. je suis Et un entrepreneur, un gris-gris. elle faisait ça donc de plus en plus souvent. Et puis ça a évolué. Elle s'est mise à se toucher le front. Et puis maintenant, elle a des rituels. Elle a rajouté des rituels à ça. 2 fois avec la main gauche, 2 fois avec la main droite. Et elle n'arrive pas à se défaire de toutes ses pensées négatives si elle n'a pas recours à ces petits Voilà. rituels. Mais alors, quand elle le fait, elle aggrave son cas. Voilà. Donc, il faut Ce qu'on qu'elle a dit Et elle- effectivement. Et après, les Et rituels elle- peuvent devenir très, très, Très complexes envahissants, et c'est très ce qu'elle envahissants, de plus en plus explique. complexes. Exactement. De plus en plus Et de elle n'a Suggestion. jamais... Une suggestion, Oui. si c'est possible, c'est qu'elle ne dit pas le mot TOC, il faudrait qu'elle le dise. Alors, C'est le oui, titre, parce c'est que le titre. figurez-vous, je suis un Parce toc. que là, Oui. on a vu, Le d'accord. titre du film, c'est Je D'accord, suis un c'est toc. un toc. Mais figurez-vous que c'est tout nouveau pour elle, cette prise de conscience. Elle n'a jamais osé consulter pour l'instant. Et je pense qu'il faut un Parce qu'elle grand a- courage. En fait, c'est Elle a je suis peur. Tiffany et j'ai un TOC que je peux Comment- enlever. Il y a 2 éléments. Il y a un je point ne sais commun. pas. Il y a un point commun Ça, je avec ne sais vous pas. qui ne l'avez pas dit aux parents, et il y a un point commun avec vous puisque pour l'instant la peur de consulter, on verra si c'est une peur dans votre cas et si la liberté de Léo vous fait envie. Le fait de ne pas le dire aux parents, plus j'y pense, plus ça me paraît incroyable parce que entre l'âge de 10 ans et de 20 ans, vous leur cachez alors que vous dites ça devient obsessionnel, je n'arrive pas à apprécier un moment de famille, pas à apprécier un film, je n'arrive pas à me concentrer sur les cours. Vos parents voient quoi? De la préoccupation, ils se disent c'est l'adolescence, ils disent tiens il est triste. Bah, en fait, quand j'étais par exemple en réunion de famille, etc., jour de Noël par exemple, je me souviens un jour, donc on était à Noël, et donc il y avait une super ambiance, il y avait tout pour être heureux en fait, dans notre maison de famille. Mais par exemple, moi j'étais pris par mes rituels, mais vu de l'extérieur, j'avais l'impression d'être bien, j'étais comme tout le monde, on va dire, mais à l'intérieur, en fait, j'étais vraiment mal, par exemple. Et Personne j'étais ne en train note. de faire mes rituels tout le temps, tout le temps. Personne ne vient vous voir dans la famille pour dire tu as l'air Non, inquiet. non, parce que ça ne se voit absolument pas. Mhm. Et je fais tous mes rituels, et des fois, du coup, donc, ça me dérange, il y a du bruit, je dois recommencer mes rituels en boucle, et ça m'arrive des fois de m'isoler, on va dire, sans que ça se voit. Je vais dans une autre pièce pour faire mon rituel. Et ensuite, donc une fois le rituel fini, je me sens mieux, je suis bien, j'y retourne, je suis bien. Mais sauf que 5 minutes plus tard, il y a une autre angoisse qui arrive et je dois Mais recommencer un personne ne rituel. s'en rend compte, c'est ça qui est fou. Non, personne ne s'en rend compte. Et donc ça c'est au passé, d'accord? Parce Oui. qu'aujourd'hui vous êtes guéri. Guéri, oui. Et tout à l'heure j'ai fait exprès de demander à Edouard, je dis quand vous entendez Léo qui disait c'est une prison et je suis libre. Tout à Vous, fait. vous avez dit c'est une prison douce. Moi, je vais vous dire, je ne veux pas de sa liberté. Moi, La phrase est forte. moi, La phrase est forte. ma vie n'est pas un enfer. C'est une prison douce, vous avez dit. C'est C'est une pas rien. chose, et je dis même autre chose, je dis pourquoi vivre sans TOC alors qu'on peut vivre avec? Oui, c'est de la provoque, c'est de la rhétorique. C'est de la Je n'oublie provoque. pas que vous êtes publicitaire. Non, mais pour réagir à ce que dit Edouard, pour la plupart des gens, c'est une vraie souffrance. Mais bien sûr. Et ensuite, on retrouve sa liberté. Mais souvent, les gens de l'extérieur ne se rendent pas compte de la souffrance que c'est. Ils peuvent se dire, bon, ben, C'est rigolo. on se sent pas bien, il est pas bien, ça le fait un petit peu souffrir. Mais non, c'est vraiment, c'est une vraie souffrance. On ne profite plus de la vie, plus de rien. Est-ce que vous voyez la souffrance chez Edouard ou est-ce que vous dites non, c'est un cas Bah, vu particulier? qu'il a envie de garder ses tocs, je sais pas du coup. Bah, moi, j'ai le Mais, sentiment qu'Edouard est assez libre avec ses tocs, en fait. Je me suis dit, Il les a apprivoisés. Il les a apprivoisés et que... ils sont à mon service. Voilà, c'est pas oppressant, quoi. Ça ne nous C'est oppresse pas moi l'esclave, c'est eux qui Mais sont ça c'est une formule, est-ce que le docteur est d'accord? Hein, ils sont devenus Oh, non, des non. esclaves. Non, non, Mais non. je suis désolé. C'est Édouard qui est l'esclave de ses tocs. Pour le moment, il l'embête pas trop, mais s'il a à nouveau un gros événement ou un gros problème, là, il peut flamber et bonjour la Est-ce que vie vous d'Édouard. pensez que donc cette jeune fille dit je ne sens pas encore d'aller consulter, ça me fait peur. Peur c'est quoi? C'est parce qu'on ouvre la boîte de Pandore. Il faut du courage pour aller consulter. On se dit waouh, je vais être confronté. Vous l'avez dit, c'est Du courage, oui, de la motivation. Il faut parce que la thérapie, c'est
le médecin est là pour nous aider, mais c'est à nous de faire au final les exercices. Et il faut vraiment être impliqué dans la thérapie soi-même pour pouvoir y arriver. Ouais. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser que vous n'alliez pas consulter parce que ça vous faisait peur, c'est tout ça à traiter? Pas du tout. C'est pas par peur, parce que je pense que je peux m'en sortir moi-même. Non, ça ne le gêne pas. Mais il y a des gens comme ça, si vous voulez, il y a des gens, ils font tous les jours 4-5 heures de ménage, personne ne peut entrer chez eux, mais ils disent tout va bien comme ça. Alors ça va bien tant qu'il n'y a pas un petit grain de sable. Est-ce qu'il y a et puis un beau jour, un peu de boum. déni pour vous? Il y a une acceptation. Si vous voulez, j'accepte mon identité telle qu'elle est. C'est simple. C'est pas Je une suis identité. comme ça, ce handicap, on peut dire, invisible. C'est vrai que ça se voit pas, je peux le cacher. Hein. Mais vous utilisez le mot handicap et prison douce. Oui, c'est un handicap invisible, comme disait Léo, on peut le cacher. Hein. On peut le cacher. C'est pour ça que c'est Est-ce que parmi tous vos talks d'aujourd'hui, il y en a un qui vous fait spécialement souffrir? C'est celui de répéter, parce que je sais que ça embête les autres. Répétez les questions. Répéter les questions ou les réponses pour être sûr que l'autre a compris. Et ça, il faut que je l'élimine, parce que ça embête, ça agace des amis. Alors moi j'ai des questions pour pour Aude. Est-ce que ça l'a aidé cette jeune fille de faire ce court-métrage? Oui, ça l'a aidée à sortir de son isolement parce qu'elle se sentait très seule. Elle était seule dans sa tête, en fait. Elle n'arrivait pas à communiquer ni avec ses parents, ni avec ses amis. Et donc, quand elle a commencé à parler de cette idée de film, avec une amie caméraman, avec un ami monteur, tout de suite, ils ont adhéré. Et elle s'est dit, bon, alors c'est que ça a un intérêt. Elle a découvert qu'elle avait des amis dans son cercle très proche, Ils dans se son l'étaient premier pas dit. cercle, Chacun l'avait qui gardé avaient pour aussi soi. des tocs et qui n'avaient rien dit. Et puis par ailleurs, quand le film a été diffusé, d'autres personnes lui ont écrit, lui ont dit que c'était voilà, que eux aussi avaient le même problème. Donc forcément, on n'a pas l'impression d'être un cas isolé. Et ça fait du bien. C'est quelque chose qui est assez fréquent finalement quand on écrit ou quand on fait quelque chose de son problème. Je pense que. En tout cas, comme elle va regarder sûrement cette émission, ce qui serait bien, si je peux lui donner un conseil, c'est à chaque fois qu'elle le peut, de ne pas faire son petit frottage de front. Voilà, D'essayer de se retenir. Bah oui, et malgré l'angoisse Ouais. que ça va provoquer, puisque Oui, parce justement, que- la compulsion, là, c'est le fait de frotter le front. Donc, si elle le fait parce qu'elle se sent obligée sous peine d'angoisse, si elle ne le fait pas, elle va être un peu angoissée, mais c'est comme ça qu'elle va aller de mieux en C'est mieux. quand Et elle Edouard, le fait Edouard pas. va vous dire, oui mais si ça lui fait du bien. Non? Absolument. Bah, un jour, elle le fera 2000 fois et ça ne lui fera plus de bien. Ça du lui fait tout. du bien sur le coup, mais en fait, ça ne va faire que l'aggraver. Mhm. L'emprisonner, quoi. Alors où est-ce qu'on peut le voir ce film? Alors c'est tout simple, ça s'appelle Je suis un toc. Donc on tape Je suis un toc sur internet et on tombe tout de suite dessus. Et elle participe à un concours qui est un concours où il y a 1200 participants, 1200 films, petits films comme ça de 140 secondes parce que c'est un format format établi, court, ouais. exactement. Et donc elle est pas parmi les favoris parce que c'est une histoire très personnelle. Donc généralement c'est pas ce genre de Ce qui est personnel de est film. universel. Mais moi je sais, j'adore ce qui est personnel, tu penses bien. Mais en tout cas elle est pas parmi les favoris. Nous on est à fond derrière elle. Les résultats ce sera dans quelques jours. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle fait du bien aux autres, je vous Oui. assure. Mhm. C'est un Bien acte sûr. généreux. Ouais. C'est pas égoïste Bien du sûr. tout. Ça a l'air, elle Exactement, et parle c'est d'elle, pour ça qu'on mais l'aime. elle parle des autres. Oui. Non, mais c'est comme ça qu'on le voit aussi. Hein, Exactement. C'est C'est pour ça. ça qu'on en On parle le aujourd'hui. vit, ouais, effectivement. Eh oui. On est tous d'accord là-dessus. Anissé. Oui. Alors ça, je suis étonné de te voir parler des TOC parce qu'effectivement, Anissé, sa spécialité, c'est la technologie, le monde virtuel dans lequel on vit. Et quel est le rapport avec les TOC? Le rapport avec les TOC, c'est que justement, je vais essayer de te prouver, encore une fois, que la technologie, les réseaux sociaux, l'entraide, la solidarité, ça peut aussi fonctionner avec Internet. Au début de l'émission, vous avez parlé des traitements qui pouvaient exister, des thérapies comportementales Voilà. et cognitives, Voilà. mais aussi des médicaments. Moi, je vais vous parler d'un autre type de solution. Donc, c'est un site web, c'est une plateforme sur Internet où les personnes, ça veut dire que les gens qui souffrent de TOC, des médecins, des associations, peuvent se réunir et travailler ensemble sur des solutions qui vont permettre de vivre un peu mieux le TOC au quotidien. Donc, accentuer l'échange. Voilà, c'est ça, c'était un peu ça l'idée. Alors, ces solutions-là, elles fonctionnent évidemment avec beaucoup de nouvelles technologies. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Chacun peut dire, tiens, j'ai une idée, ou moi, voilà ce que j'ai essayé pour moi, ça a fonctionné pour moi, essayez-le pour vous. Est-ce qu'on peut mettre en œuvre, est-ce que vous pouvez tester ça et voir si ça va fonctionner? Alors, il y a pas mal d'idées comme ça. Bon, j'en ai une comme ça, par exemple, un verrou connecté. Un verrou connecté, c'est pour tous ceux qui ont le TOC de vérification. C'est quelqu'un qui a publié ça en disant, voilà, moi j'ai le TOC de vérification, je bloque ma porte. Mais il faut que j'aille vérifier encore une fois pour être sûr qu'elle soit bloquée. Bien là, c'est une serrure connectée, donc la serrure va vous prévenir à distance, ou vous pouvez la bloquer à distance. Vous prévenir si elle est ouverte à distance. Alors, Vous pouvez avant la le bloquer. point de vue du médecin, je crois savoir ce qu'il va dire. Spontanément, vous diriez quoi? Ça va leur faciliter la vie sur le coup, mais je suis aussi d'accord avec, j'imagine, avec ce que va dire le médecin, que
Ça entretient. Que en fait c'est de la réassurance et que ça entretient aussi les vérifications et ouais. Moi, j'adore ça puisque c'est de l'autothérapie. Non, c'est pas de l'autothérapie. Encore une fois, du c'est tout. pas de la thérapie. On n'est pas dans la thérapie, on est là pour Bien simplifier sûr. un peu le quotidien. Ça, c'est une forme de vérification à distance. On a vu que les vérifications aggravent les TOC, comme toute compulsion. Du coup, à on demande distance. aux patients, c'est de rester dans le doute. Et là, on leur fournit un truc pour qu'ils puissent vérifier, même à leur bureau. Alors, Donc Allez, pour vous, c'est bah, un gadget qui entretient. J'entends très bien. Alors, l'idée, encore une fois, ce n'est pas de la thérapie, c'est quelque chose qu'on fait en complément des visites chez le médecin et d'un suivi d'un traitement médical. Mais l'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte de le vivre mieux au quotidien. Alors, on a commencé par la serrure connectée parce que c'était ce qui est le plus haut. Cette plateforme peut être utile, je pense, pour fournir des informations sur les TOC, pour Partage échanger, d'expérience. peut-être échanger entre patients, mais Attendez, certaines... j'en ai un assez bon, rigolo. alors, Moi, j'en ai un Non, plus mais bas. en J'en ai un rigolo, regardez. Anissé n'a pas inventé l'objet, donc il n'est pas obligé de le défendre. Hein. Non, mais C'est moi, bien que tu me dises que ça existe. Ça peut être utile dans des zones où il n'y a pas de thérapeute, où il n'y a pas de thérapie, où les gens ne peuvent pas soigner, ou alors dans des TOC résistants pour leur faciliter un peu la vie, mais c'est presque, on est au stade des soins palliatifs là. Alors nous, moi ce que j'espère, c'est Allez, guérir les gens. on oublie la serrure. Moi, j'en ai un autre qui m'amuse beaucoup plus, et c'est justement pour aider quelqu'un qui a un TOC. C'est un petit compteur. Vous savez, il y a certains qui ont le TOC qui veulent tout compter. Et souvent, ils se mettent à compter le nombre de pas qu'ils font, à compter le nombre de cookies qu'il y a dans l'assiette. Et le problème, c'est que quand on se met à compter, il suffit que quelqu'un arrive derrière et vous perturbe, et ben vous ne savez plus où vous en êtes. Il faut recommencer à zéro. Alors, encore une fois, le petit compteur ne va pas régler le problème. Donc là, c'est quoi le Mais principe? en tout cas, il permet de gagner du Alors, temps. attendez, c'est bien, on est en colère, j'adore. Il permet de gagner du temps. Bah, c'est un petit compteur, c'est un petit boîtier, il est là. Comme le Comme les hôtesses de l'air dans les années qui comptent. Donc et on c'est appuie pour sur ce aider bouton. à compter. Et Donc donc, là, je- j'imagine ce que va dire le docteur, mais vas-y. Alors, encore une fois, le C'est but du jeu, une aide à l'aggravation finalement. ce n'est pas quelque chose qui est censé régler le problème du TOC, Ouais. mais qui est censé simplifier le quotidien, parce qu'au moins, ça évite de perdre du temps. Si je dois recompter 15 fois la même chose parce que j'ai été interrompu, eh bien là, je la compterai Mais qu'une fois. pour guérir, ce qu'il faut, c'est ne pas compter. Donc, c'est pas fournir un kit de. Pour entretenir, pour que ça entretient. Alors, Alors, je te fais un petit shoot au toc là. le point de vue des noirs. Je pense que l'important, c'est que le TOC ne vous empoisonne pas la vie. Donc là, vous dites ça aide. Bah oui, Mais si en ça faisant aide. ça, on Mais si empoisonne. aide, non, je suis pas d'accord. On Ça, peut c'est jamais une salle de shoot. On peut jamais éliminer un TOC complètement. Moi, je pense que les TOC Il vous a dit que oui. non, mais pas. Ils sont là quand même. Ils peuvent se réveiller. Ils peuvent Non, se réveiller. À condition d'être vigilant et de continuer les exercices. Voilà. Je suis pas le seul, il y en a beaucoup des gens que j'ai rencontrés qui n'ont plus de TOC et c'est tout à fait possible de ne plus en avoir à Les condition contrôleurs. de ne pas ritualiser, bien Oui, sûr. mais ils peuvent revenir. C'est-à-dire, ils sont Mais endormis. comme pour tout le ils monde, peuvent se réveiller. ils Moi, peuvent je aussi pense. se réveiller chez quelqu'un qui n'en avait pas auparavant. Chez tout le monde, Mais moi, tout je le monde pense que est tout ce, susceptible qui, d'avoir des TOC. tout ce qui peut aider est bon à prendre. Exemple, je vous donne un petit exemple rapidement. Moi, avant, je vérifiais mes chèques 50 fois. Est-ce qu'il est pas bien écrit? À un moment, j'ai eu l'idée, je vais faire une photocopie du chèque, je le mets dans mon classement. Et c'est terminé, je ne le regarde plus. Je sais que si besoin, je peux le consulter. Eh bien, j'ai réglé mon Le TOC. point de vue sur cette technique. Bah, par exemple, il pourrait, après le TOC, s'il était un peu malin, mais chez Édouard, il se tait un peu le TOC. C'est pour ça. Mais sinon, moi, je serais son TOC, je lui dirais, mais est-ce que tu es sûr d'avoir bien photocopié le bon chèque? Alors là. Non, mais Vous me permettez un dernier? Allez, un petit dernier. Celui-ci. On a bien, ça provoque le débat. Oui, moi j'aime bien. Il y en a un autre. Alors, c'est quelqu'un qui a un TOC de l'alignement. Le TOC de l'alignement, quand il doit passer l'aspirateur, le problème c'est que ça prend des heures à passer l'aspirateur parce qu'il faut suivre parfaitement les lattes du parquet. Et donc, une solution qui a été proposée par l'échange, c'est d'utiliser un aspirateur automatisé, un petit robot aspirateur qui lui va aspirer à la place. Au lieu de passer 4 heures à faire le ménage, eh ben il passe plus de temps puisque c'est le robot qui fait le ménage à la place. Le robot, Donc, ça va. C'est un évitement, remarquez. Enfin, ça, je suis on est bien là pour d'accord. ça. Ce sont des solutions pour simplifier la vie. En tout cas, Pas du la tout plateforme, pour régler le c'est problème. des échanges. Voilà. Il y en a qui, effectivement, choisissent de ne pas consulter, mais de trouver des petites choses qui les aident. Pose leur solution. Du point de vue du docteur, Thérapeutique. thérapeute comportemental et cognitif en entretien, c'est ça que je comprends Voilà. dans votre regard, et du point de vue d'Edouard qui assume sa position et qui aime ces TOC parce qu'il les rassure et qui dit on peut inventer soi-même des petites choses, vous dites bah pourquoi pas si ça aide. Absolument. Ok. Et il n'y a pas que des gadgets, j'imagine, ça c'est ce qui t'a intéressé. Non, mais encore une fois, l'intérêt, c'est pas de vendre du gadget, c'est de partager ses expériences, ses solutions, ses palliatifs éventuellement
en parallèle d'une thérapie qui est sérieuse, qui suit. Alors, il y a aussi sur ce site, il n'y a pas que des gadgets. Hein. Il y a aussi des informations, il y a des forums de discussion. Là, on a un endroit où il y a des informations sérieuses, il y a des livres, il y a votre livre. J'ai regardé. Parfait. Très bon site. Là, c'est un bon site. Très, très bon site. Il y a des livres, il y a toutes des informations justement pour se renseigner sur les TOC et comment... Et donc, ce livre, c'est important qu'on en parle, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, ça s'appelle TOC ou pas TOC, reconnaître un trouble obsessionnel compulsif et le guérir, chez Odile Jacob, parce qu'effectivement, dès que vous parlez, on a l'impression qu'on a des choses qui ressemblent à ce que vous avez, et vous expliquez finalement, par le menu, comment se rendre compte que c'est un TOC ou ça n'est pas un TOC. Et ce que j'ai souhaité dans ce livre, c'est parce que beaucoup de gens disaient « Ah mais on parle jamais de mon TOC ». C'est qu'on puisse, quand on pense à j'ai peut-être un truc bizarre, est-ce que ce serait pas un TOC? Parce que, par exemple, Léo pouvait au début, il savait pas si c'était vraiment un TOC. Si on connaît pas les TOC, on peut croire au début que c'est uniquement les lavages des mains et les parce qu'il y a des TOC plus connus que d'autres, la vérification de la serrure. On parlait, parce que tout à l'heure, vous paraissiez être étonné qu'un jeune ne parle pas à ses parents de son TOC. Par exemple, j'étais étonné que les parents ne se rendent pas compte de l'état émotionnel. Si il est assiégé par des images incestueuses, il va pas les raconter ça, ou s'il a l'idée que poussé par une impulsion, il va pas pouvoir s'empêcher de pousser quelqu'un sous le métro, c'est un TOC par exemple, bah ça on peut pas, les gens, le grand public ne sait pas que c'est un TOC. Donc là c'est une sorte de petite encyclopédie des TOC, et surtout dans la deuxième partie, comment même s'en sortir tout seul pour des cas pas très important, mais des gens qui veulent non pas garder leur TOC, mais s'en séparer. Et justement, faire ce travail que vous avez dit, c'est de s'exposer sans mettre le rituel. Voilà. Voilà. Mais justement, on avait une question avec Aude depuis tout à l'heure. Oui. Elle se pose la question, elle n'ose pas vous la poser. Donc excuse-moi, Aude. Elle se ronge les ongles. Dénoncé. Elle se demande. Elle se ronge les ongles et elle se demande si c'est un TOC. Ça la gêne. De manière compulsive. Voilà. Non, mais attendez, j'en rouge que ouais, d'accord. Dans les 4 en ce moment. C'est pas un TOC. Il y a beaucoup d'anxieux qui se rongent les ongles. En revanche, je décris dans le livre une technique que je la décris à propos de la tricotylomanie, c'est-à-dire les gens qui s'arrachent les cheveux. C'est pas un TOC non plus, mais c'est du même style. Et il y a une technique particulière qui s'appelle la technique d'inversion d'habitude, qui permet, si on se force à l'appliquer, là aussi c'est pas facile, de réussir à contrôler ce genre de comportement. Donc il faut faire quoi? Ça consiste en quoi? Alors c'est surtout utilisé dans la tricotylomanie, c'est-à-dire que on doit noter les moments où survient le comportement problème, donc sur un carnet. À chaque fois qu'on s'observe en train de le faire. À chaque fois que ça arrive, on doit le noter. Donc à chaque fois que tu te ronges les ongles, tu le notes. Voilà, faut le noter. Il faut noter, alors, dans quelle situation, parce qu'il y a des situations à risque où ça arrive plus, des situations où ça n'arrive jamais. Dans les situations à risque, il faut faire en sorte, par exemple, pour la tricotylomanie, j'en avais une qui s'arrachait les cheveux uniquement quand elle était au téléphone. Ah oui, alors il t'a largué, ah d'accord, et puis hop, elle commençait à toucher, à s'arracher les cheveux. Donc la simple chose de lui demander, quand elle prenait le téléphone dans une main, d'avoir un truc lourd dans l'autre main, c'est ce qu'on appelle développer une activité incompatible. Et ça a permis, par exemple, dans son cas, 6 mois de joli travail. Après, même sans prendre la tasse, elle ne touchait plus. Parce qu'il y a un arrachage inconscient. Inconscient, ça veut dire, je m'en rends compte, la main touche déjà les cheveux. Et l'arrachage conscient, c'est je me ferai bien un petit cheveu, j'y vais, j'attaque. Et alors pour ces ongles, on fait quoi? Alors, même chose, c'est-à-dire que il faut voir à quel moment il faut faire aussi un entraînement à la relaxation. Enfin, c'est une prise en charge un peu complexe et un peu lourde parce que c'est hebdomadaire. Enfin, et puis d'un seul coup, elle apprend qu'elle est virée de l'émission, hop, ça repart comme en 40. Voilà. Bon, donc il faut me garder. On te garde, mais si tu ne ranges pas tes ongles. Oui, c'est ça. Je travaille. Luc. Oui. Tu avais des choses à me dire sur la question des TOC? Oui, je voulais vous parler justement d'une initiative qui ne soigne pas la cause du TOC, mais qui en tout cas soulage, fait du bien aux personnes qui sont victimes de TOC. Et cette initiative, eh bien, en fait, elle est associée à la présence des chevaux, tout simplement. En fait, on a déjà entendu parler de équithérapie, hein, le soin par le cheval, ça existe depuis 50 ans, mais récemment, on s'est rendu compte que ça pouvait faire du bien à ces personnes. Donc le principe, c'est quoi? C'est de mettre des patients qui souffrent de tout ce qu'on vient de se dire, cette prison mentale, en présence des animaux? En présence des animaux, mais surtout en présence du cheval. Et pourquoi le cheval? Et pourquoi le cheval? Alors justement, on va d'abord avec un cheval
entretenir une relation qui est une communication qui est non verbale et qui va éveiller pas mal de nos sens au contact du cheval. C'est-à-dire à la fois le toucher, à la fois l'ouïe, sentir, d'accord ? Ce qu'on dit des équithérapeutes, les gens qui s'occupent de ça, c'est qu'en fait, il va falloir être responsable vis-à-vis du cheval, d'accord ? Pour ces personnes qui peuvent être en soins, justement, souvent on s'occupe d'elles, ben là, c'est elles qui s'occupent de quelqu'un, entre guillemets, enfin, de quelque chose, c'est-à-dire du cheval. On va créer une relation avec l'équithérapeute, c'est-à-dire qu'on s'occupe du cheval, et là, avec l'équithérapeute, on va parler. En fait, on va libérer une parole. En fait, je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Nolwenn Gobret, qui avant était infirmière en psychiatrie et qui a monté son centre d'équithérapie en Loire-Atlantique. Et cette personne propose des séances d'équithérapie et elle s'occupe notamment d'une petite fille qui a 8 ans, qui était atteinte de TOC assez sévère, qui lui provoquait de terribles angoisses. Par exemple, elle ne pouvait pas sortir d'une pièce sans caresser les interrupteurs électriques. Elle ne pouvait pas, cette petite fille, rentrer dans une voiture sans embrasser la voiture. Et vraiment, ça l'a perturbée, quoi. Ça fait plus d'1 an qu'elle fait ces séances-là. La parole s'est libérée, ça lui a fait beaucoup de bien. Cette gamine n'a quasiment plus de crise d'angoisse. Et est-ce qu'elle fait encore ses rituels, c'est-à-dire caresser les interrupteurs ? Elle ne le fait plus. Parfait. Elle ne le fait plus. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pendant ce temps-là avec les chevaux qui l'a éloignée des rituels ? Comme quand vous faites des cours d'équitation, c'est-à-dire vous occupez du cheval, vous créez un lien avec l'animal, après vous le montez pas, c'est pas obligé, vous faites du manège, mais vous créez quelque chose qui va vous faire sortir des choses à l'intérieur de votre tripes. Il a fallu beaucoup de séances ? Il a fallu presque 1 an, il y a quasiment une séance toutes les semaines. Et d'après vous, elle prendrait Édouard ? Non ? Ah, elle pourrait prendre Édouard. Je trouve ça très bien, parce que je ne connaissais pas le cheval, mais je pense que ça doit marcher. Toute méthode qui libère la parole est bonne. Oui, voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant. On peut parler à son proche, à un ami, à un animal. L'important, c'est de parler et de s'exprimer et de reprendre son identité. Voilà. Bon, vous dites identité, il n'a pas envie d'entendre identité. En tout cas, vous avez écrit un livre. La parole, c'est justement l'idée d'assumer, parce que pendant longtemps, encore une fois, longtemps, c'était une souffrance, vous l'avez cachée. Le jour où vous avez dit, allez, c'est dérisoire, il y a plus grave, j'ai vécu plus grave. Et vous avez écrit ce livre, moi, Édouard, vieux garçon, maniaque et fier de l'être, mes 33 tics et tocs les plus toqués. Bon, vous êtes publicitaire, donc forcément le titre est formidable. Et à l'intérieur, vous racontez, vous assumez. En fait, assumer, c'est une manière. Est-ce que ça participe à l'acceptation ? Parce que vous n'êtes pas pour l'acceptation des TOC. Je suis pas pour l'acceptation des TOC dans la mesure où c'est comme garder quelques cellules cancéreuses, si vous voulez. Donc ça repousse, ça peut prendre de l'ampleur. Je souhaite que non. D'ailleurs, semble-t-il depuis le temps, et il y a longtemps, que ce serait bien pire si ça devait arriver chez Édouard. Mais si vous voulez, c'est pas un bon modèle à montrer pour des gens qui souffrent de TOC. De partir de l'idée qu'on peut s'en accommoder. Je crois qu'il faut lutter contre les TOC. Voilà, il faut lutter. Voilà, c'est plutôt. Je voudrais quand même dire une chose. On ne va pas envoyer 2 à 3 millions de personnes chez le psychiatre. On est d'accord. Mais on peut lutter. Non, mais c'est illusoire. On peut lutter contre les TOC sans aller voir un psychiatre. Non, c'est pas. On peut s'aider soi-même. Et la première chose, c'est de se libérer. Mais moi, j'ai l'impression que c'est la première phase, en fait. Absolument. C'est que vous avez dit pendant 10 ans, j'en ai parlé à personne. Là, vous dites, j'en parle. Et vous dites aux gens, dédramatisons, on va en rire. Et puis après, j'ai l'impression que vous êtes un peu d'accord. Là, je vais vous mettre d'accord. C'est que finalement, quand on en souffre, dans les cas graves, il faut consulter. Je dis, je suis ferme et définitif. Donc vous êtes d'accord. Mais c'est la première étape. Sur le titre, je pense qu'il ne faut pas être fier de ces TOC, mais plutôt fier d'avoir accepté de faire une thérapie et de s'en sortir. Non, mais chacun est dans son monde. Non, mais c'est important pour tous ceux qui souffrent et qui n'osent pas en parler, quoi. Bon, merci en tout cas vraiment à tous les trois d'être venus parler de ce sujet avec profondeur et légèreté et authenticité. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Et merci beaucoup, parce qu'à 24 ans, vous avez fait un sacré parcours. Et je sais que maintenant, vous êtes en train d'aider les autres. Donc finalement, ça donne du sens à tout ce que vous avez traversé. Mais merci à vous de nous avoir accueillis pour parler davantage de ce sujet qui touche beaucoup de personnes. Bon, vous êtes senti bien, pas nerveux ? Très bien. Bon, super. Merci les camarades. Merci. Et merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite sur France 2. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez touchés par les témoignages de Guylaine, Mireille et Pierre. Tous 3 ont eu le courage de venir nous raconter leur passion dévorante pour le jeu. Une addiction qui a bien failli leur faire tout perdre. À 55 ans, Pierre a été un flambeur. Pendant 2 ans, il a tout gagné et mené la vie de château, jusqu'au jour où la chance a fini par tourner.
Suite à un choc émotionnel, Mireille a choisi de se consoler en pariant aux courses, un engrenage infernal dans lequel elle dépensait tout son salaire. Pour Guylaine, le jeu est rapidement devenu un moyen de s'échapper de la réalité. Grisée par le plaisir, elle est capable de dépenser des sommes démesurées. Je suis en retraite, donc j'ai rien à faire, donc je vais au casino. Et puis quand j'étais à sec, mon compagnon gentiment me dépannait. C'est allé en empirant, j'ai joué au-delà de mes possibilités. On dort mal, on mange mal, on se retrouve endetté, on se retrouve isolé. Plus je me regardais, plus je me dégoûtais en fait. Mais il me fallait combler ce vide au fond de moi, ce mal-être. Et je rejouais.